Merci à vous d'être avec nous pour ce grand débat qui porte donc sur les états généraux de l'information, largement porté par l'actualité, comme on va pouvoir le voir. Donc cette initiative présidentielle, elle a été lancée, je vous le rappelle, le 3 octobre dernier. Depuis 6 mois maintenant, 5 groupes de travail œuvrent à décortiquer la manière et tous les aspects dont l'information est produite. Et dans quelques semaines, normalement, ces groupes de travail doivent livrer leurs conclusions et peut-être leurs solutions. Et peut-être qu'on aura la chance cet après-midi d'en avoir quelques-unes en avant-première, puisque nous avons parmi nous 2 membres éminents de ces groupes de travail. À ma gauche, Christopher Baldelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Public Sénat, la chaîne du Canal 13. Vous avez été pendant 10 ans président du directoire de RTL également. Et vous, dans ces groupes de travail, vous vous occupez de l'avenir des producteurs de l'information. Et puis... Et des médias. Et à ma droite, Pascal Ruffnac, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du directoire de Bayard Presse. Alors, on le rappelle, Bayard, c'est La Croix, Notre Temps, Pèlerin, et puis des titres jeunesse que tout le monde connaît, J'aime lire notamment. Et vous êtes à la tête d'un groupe de travail qui s'appelle Démocratie et Citoyenneté. Et information, pour être complet. Donc, on n'est pas tout seul, puisqu'on a aussi autour de la table des représentants des organisations professionnelles. Je propose que vous preniez le micro pour qu'on puisse mettre un visage sur toutes les organisations que vous représentez. Souvent, il y a des acronymes, donc si vous pouvez rapidement les détailler, n'hésitez pas, comme ça on sait exactement à quoi ça correspond. Le micro est à côté de vous, donc allez-y. Bonjour, merci beaucoup. Donc, je suis Cécile Dolman, coprésidente de l'OFALP, l'Observatoire français des atteintes à la liberté de la presse, qui est un observatoire indépendant nouvellement créé, destiné à documenter, recenser et dénoncer toutes les atteintes à la liberté de la presse commises sur les territoires français. Et donc, Candice Florence, qui est également coprésidente. Bonjour, Florent Rimbert, je suis en charge des questions de développement numérique au sein de l'Alliance de la presse d'information générale. Donc, je suis avec Alexis qui est en charge des questions de communication. Alexis Denous. Bonjour, Étienne Millien. Moi, je m'occupe de l'Association pour l'éducation aux médias qui a été créée au départ par l'Alliance de la presse et qui regroupe aujourd'hui le syndicat des éditeurs de la presse magazine également. Donc, ce sont les alliances d'éditeurs de presse écrites pour le champ de l'éducation aux médias. Bonjour, Marc Epstein, je suis le président de La Chance, qui est le principal dispositif égalité des chances dans le journalisme, qui existe depuis 17 ans. Je crois que vous avez un micro de ce côté-là. Il s'allume en bas. Bonjour, donc Agnès Briançon, je suis co-première secrétaire générale du syndicat national des journalistes, donc le SNJ. Et donc, pour ceux qui l'ont vu, on a publié justement notre contribution à vos EGI tout à l'heure. Alexandre Buisine, secrétaire général du SNJ, première organisation de la profession. Ouais, après, je vous repasse. Ariane Lavrieux, je suis journaliste à Disclose et une des secrétaires générales de Prenons la Une, qui est l'association des femmes journalistes. Lucille Berland, je suis journaliste indépendante, je suis membre du groupe 2 des États généraux et je suis également membre de différentes associations autour de l'éducation aux médias ou de la défense de la liberté de la presse. C'est quoi le groupe 2 ? Alors le groupe de Pascal Ruffnac, donc Information, okay. Démocratie, Citoyenneté, pardon, aux États généraux justement. Nous ne sommes pas que des numéros. Exactement. Bonjour, je suis Dominique Pradalier, présidente de la Fédération internationale des journalistes, qui représente environ 600 000 journalistes dans le monde. Et nos préoccupations actuelles sont de tous ordres et dans tous les sens. J'en citerai 3 que vous connaissez, Gaza, Julian Assange et l'Ukraine. Voilà. Bonjour, Emmanuel Vire, secrétaire général du syndicat national des journalistes CGT, le SNJ-CGT. Bonjour, Pablo Ekel, je suis secrétaire général adjoint du SNJ-CGT et membre du comité directeur de la Fédération européenne des journalistes. Élise Descamps, secrétaire générale de CFDT Journalistes. Et on a publié aussi plusieurs contributions aux EGI qui sont sur notre site. Bonjour, Pierre Gans, je suis le secrétaire du conseil de déontologie
journalistique et de médiation, le Conseil de presse français qui s'est créé en 2019, qui est le dernier conseil de presse créé en Europe, après beaucoup d'autres. Et bienvenue à tous, donc merci vraiment d'être... Ah, on a oublié quelqu'un? Ah, pardon. Ouais. Et on a une retardataire, donc tout va bien. Ouais. Merci. Non, croire qu'on peut museler est une grave erreur. C'était vraiment pas moi qu'on pouvait faire taire, malheureusement pour vous. Le micro devrait circuler dans le sens des aiguilles d'une montre. Tout va bien, tout va bien. C'était un joke. Je suis Sophie Massieu, je suis présidente de l'Association des journalistes de l'information sociale, entre autres choses, mais en tout cas, c'est à ce titre-là que je suis là. Cécile Dubois, je suis coprésidente du SPIL, désolée pour le retard. Vous êtes toutes excusées. Et... Syndicat de la presse d'information indépendante en ligne. Merci. Et je suis Carole Châtelain, je suis la présidente de l'AJSPI, l'Association des journalistes scientifiques de la presse d'information. Juste une petite note pour commencer. On avait demandé à être audité, on ne l'a pas été, on le regrette. Ok. Est-ce que tout le monde a pu se présenter? C'est bon, tout le monde est là? Ok. Donc, ensemble, on va faire nos états généraux de l'information à nous, pas en 9 mois, mais en 2 heures. Et on va commencer avec les thèmes qui s'affichent derrière moi, avec l'indépendance des médias, qui a été mis sur la table et sur le devant de la scène avec... De manière particulièrement vive la semaine dernière, puisque vous l'avez sans doute suivi, Rodolphe Saadé, le patron de CMA-CGM, est parti en visite chez BFM TV pour se présenter aux journalistes, puisqu'il est en voie de racheter BFM TV. Et à la question posée qui était la suivante, est-ce que si on est amené, nous journalistes, à traiter d'un scandale éventuel chez CMA-CGM, est-ce qu'on pourra le faire en toute liberté ? Et à cela, Rodolphe Saadé a répondu que non, et qu'il le prendrait très mal si tel était le cas et que ces journalistes traitaient ce genre de scandale sur l'antenne de BFM. Donc là, on a vu une certaine forme d'interventionnisme, suivie ensuite par la mise à pied d'Aurélien Vierre, qui est le patron des rédactions de la Provence, avant d'être réintégré. Mais ça a frappé suffisamment de journalistes dont vous faites partie pour qu'un appel soit lancé à Rachida Dati dans les colonnes du Monde il y a quelques jours. Donc vous, Christopher Baldelli, comment est-ce que vous avez vécu cette séquence ? Je vais peut-être, avant de répondre à votre question, et Pascal me complétera, je vais peut-être redire un mot, parce que la plupart des gens qui sont autour de la table connaissent le processus des EGI, mais ce n'est pas nécessairement le cas de tout le monde. Je voudrais juste redire, les EGI, donc c'est un travail un peu, on peut le trouver long ou court selon la façon dont on veut voir les choses. Les groupes de travail ont été constitués en octobre dernier. Ils ont commencé à travailler à la fois en faisant un certain nombre d'auditions et aussi en se réunissant entre eux-mêmes. Au total, c'est à peu près 60 personnes qui, à titre bénévole, travaillent, réfléchissent maintenant depuis un certain nombre de mois et qui sont essentiellement répartis entre les 5 groupes de travail que vous avez mentionnés. Ce sont des gens qui ont véritablement dans chaque groupe, c'est le cas de mon groupe, mais c'est le cas de tous les groupes, qui ont vraiment des profils professionnels très variés. Ça peut être des chercheurs, ça peut être des intellectuels, ça peut être des journalistes, ça peut être des dirigeants de médias, ça peut être des gens qui sont à la tête d'associations. Donc c'est très variable. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui fait la richesse des débats qui ont lieu à l'intérieur de chacun des groupes et qui sont d'ailleurs de vrais débats, c'est-à-dire que chaque groupe a sa façon de travailler, mais en tout cas, les avis ne sont pas nécessairement unanimes a priori dans les groupes de travail sur les sujets, et dans certains cas, ils ne le seront peut-être pas a posteriori. Et donc, rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que celui qui possède un média peut... Attendez, on va peut-être commencer sur cette question-là. Est-ce que celui qui possède un média peut décider intégralement de ce qui s'y traite ? Alors, quand vous dites celui qui le possède, vous faites allusion, je pense, à celui qui en a la propriété au sens capitalistique du terme. L'actionnaire principal. Ouais. Je fais une parenthèse, mais ce n'est pas à moi de m'occuper de l'histoire de la Provence. Dans la Provence, il a été dit que c'était une décision de l'actionnaire, puis il a été dit que ce n'était pas une décision de l'actionnaire. Donc, en tout cas, je ne me prononcerai pas là-dessus. Cette question-là, c'est
il y a deux choses différentes, je pense. Il y a la question de la ligne éditoriale d'un média, et puis ensuite il y a la question de la façon dont l'information est traitée dans ce média à tout moment. Si la question de la ligne éditoriale, c'est l'actionnaire a-t-il, l'actionnaire, le propriétaire, vous l'appelez comme vous voulez, ça dépend des structures, a-t-il un droit concernant la ligne éditoriale du média qu'il dirige? Pour moi, la réponse est oui. Si ensuite, non, mais on peut en débattre, on peut en débattre. Mais si la question est doit-il, sur l'information qui est traitée dans son métier, intervenir, la réponse est non. Sauf si ça pose des problèmes importants, loi de 81, qui concerne en vérité pas tant l'actionnaire que l'éditeur, le responsable, mais qui est quelque part nommé par l'actionnaire. Évidemment, s'il y a des problèmes juridiques, diffamation et autres, là c'est la responsabilité évidemment de l'éditeur. J'ai entendu une réaction par là. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous avez eu cette réaction si vive? Un micro pour le monsieur en orange. Alors, les journalistes font un travail. L'actionnaire, il a un autre rôle. Il n'a pas à se mêler du travail des journalistes. Je prends un exemple totalement différent. En football, dans la plupart des équipes de foot, le président, il dirige le club, il y a des actionnaires, il y a des partenaires, enfin il y a des supporters, il y a beaucoup de choses à faire pour un président. Le président, il ne se mêle pas de qui joue ou ne joue pas. Ça, c'est le rôle de l'entraîneur de décider. Donc, c'est les professionnels qui jouent, avec un professionnel à la tête qui dirige, et c'est lui qui gère, qui est sur le terrain. La même chose pour le journaliste. On a des directeurs de rédaction ou des rédacteurs en chef qui dirigent des rédactions. C'est pour ça qu'on demande une indépendance. L'actionnaire, à un moment donné, il dirige une entreprise, mais sur le traitement de l'information, il est un lecteur comme un autre. Chacun son rôle, Christopher Baldelli. Alors c'est exactement ce que j'ai dit, mais ce que j'ai dit, c'est qu'en ce qui concerne la ligne éditoriale d'un média, l'actionnaire peut avoir un avis sur la ligne éditoriale d'un média et éventuellement sur son évolution. Oui, mais pas sur le fait de traiter ou pas un tel sujet. Donc quand Rodolphe Saadé dit je serais très mécontent si on traitait un sujet qui me concernait directement, bah non, désolé. Donc les sociétés de journalistes de plusieurs médias du monde, en passant par BFM, 70 au total, ont vivement réagi donc dans les colonnes du Monde, je le disais tout à l'heure, en appelant Rachida Dati à intervenir pour protéger la liberté des médias. Et ils veulent pour ça s'appuyer sur une loi qui a déjà été rédigée et qui doit passer à l'Assemblée nationale la semaine prochaine, qui est la loi transpartisane de Sophie Taillé-Polian, et qui instaure un droit d'agrément pour les journalistes sur le directeur de la rédaction. Est-ce que pour vous, Pascal Ruffnac, c'est une bonne idée? Est-ce que je peux dire quelques mots sur la démarche des États généraux? On en a déjà parlé de la démarche. Mais non, parce que c'est important de comprendre la logique. Sinon, je suis désolé, la singularité vraiment, je vous des en États prie, généraux. Parce Non, mais la si singularité. On va en arrière, à chaque fois, ça va être compliqué. Mais on ne revient pas en arrière, on commence. Donc, on commence juste le débat en expliquant la démarche. Les États généraux de l'information, contrairement aux États généraux passés, leur singularité, c'est la présence des citoyens. Je suis désolé, les précédents États généraux, on était dans un face-à-face éditeur-journaliste. Là, on n'est pas dans un face-à-face. Et du reste, ils ne sont pas là, les citoyens. On est avec les citoyens. Et un de nos grands moments de temps passé, avec Christopher, avec les aides-groupes, c'est de rencontrer les citoyens. Alors, il y a eu le CESE, il y en avait une centaine qui étaient là, qui ont rendu des conclusions que je vous invite vraiment à lire et qui sont passionnantes, mais c'est la présence des citoyens. On ne les écoute pas sur l'information et une partie d'entre eux se désintéresse aujourd'hui de l'information. Voilà. C'est une question de santé mentale et c'est ça le point de départ. C'est pas est-ce qu'il y a des problèmes dans les médias, avec les journalistes, les éditeurs, etc. La question, c'est est-ce que les citoyens aujourd'hui sont bien informés, sont suffisamment informés? Est-ce qu'il n'y a pas des populations qui décrochent? Est-ce qu'il n'y a pas des effets de désinformation, etc. Notre obsession, ce sont les citoyens. Voilà. Et après, c'est comment on améliore tous les fonctionnements. Il y a vraiment, donc, deuxième chose, j'ai entendu sur les auditions, on n'a pas été auditionné, etc. Chaque groupe a choisi la composition de son groupe avec des forces diverses et qui sont évidemment pas d'accord. Et c'est ça l'intérêt des groupes, pour faire qu'une pensée puisse naître
ce collectif. Les auditions pour le groupe 2, mais je pense que ça va être la même chose, Christopher, on a dû en faire à peu près une 60aine, fait des hackathons, fait des tables rondes, fait des rencontres à la fois individuelles et d'organismes professionnels. Et on a essayé de se partager entre les groupes et en fonction, comment dire, de l'axe principaux des recommandations, se dire quel groupe était le plus habilité à rencontrer tel organisme. Et puis il y a eu aussi des rencontres transgroupes à l'Assemblée nationale, etc. Et peut-être qu'il y a eu des oublis, c'est possible. Dans ce cas-là, il faut les réparer. Et on le fera. Mais comme beaucoup de contributions ont été rédigées, envoyées, etc., évidemment, on a lu toutes les contributions qui nous ont été envoyées. Mais j'insiste sur cette dimension. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu une réflexion, je vais mettre philosophique entre guillemets, sur ce que c'est qu'une information. Ce n'est pas des médias, les États-Unis, c'est sur l'information. C'est quoi une information? Ce n'est pas un bien comme les autres. Voilà. C'est un bien de l'espace public. Non, mais c'est important parce que le reste en découle de ça. Si la nature de l'information, c'est que ce n'est pas un bien capitaliste marchand comme les autres, ça veut dire que dans la possession de ce bien, évidemment l'actionnaire a un droit, ça va de soi, mais évidemment que ceux qui travaillent, les salariés ont un droit, mais les citoyens ont aussi un droit. Et cela, personne n'en parle jamais, je suis désolé. Aussi on va en parler. Oui, mais voilà. Donc les citoyens ont aussi un droit et normalement ont une présence aussi au sein peut-être de la gestion de l'information. Et donc ça, Pascal, pour revenir à ces droits que chacun doit avoir, sur le droit d'agrément, est-ce que pour vous, il faut que les journalistes, et c'est le cas d'ailleurs à la Croix, c'est intéressant, c'est un droit de veto, puissent dire oui ou non devant un directeur de la rédaction qu'on lui propose? Pour vous, bon, j'imagine que vous allez dire oui, puisque c'est ce qui se passe déjà à la Croix. Je pourrais être opposé à ce qui se passait avant moi. Donc, mais est-ce que pour vous, c'est une des solutions aujourd'hui? C'est un droit de veto à la Croix, donc si les 2 tiers des salariés, enfin des journalistes, pardon, s'expriment contre le choix n'est pas validé. Voilà. Moi, je suis complètement en phase avec ce que vient de dire Christopher. Je pense que au jour le jour, d'abord, dans cette affaire de la Promanche, intéressant, c'est de regarder la résolution du conflit, parce qu'au fond, il y a la façon dont le problème se pose, mais le plus intéressant pour nous, c'est comment se résout le conflit, parce que c'est ça qu'on a à gérer tous les jours. Il y en aura toujours des problèmes. C'est comment on met en place les bonnes façons de résoudre un conflit. Et ça, je vous assure qu'aujourd'hui, puisque l'éthique de la discussion fait partie du groupe 2, c'est un des problèmes majeurs, c'est comment on arrive à dialoguer et à débattre en allant vers les besoins profonds et pas simplement ce que ressentent les gens. Donc moi, je suis aligné avec Christopher, c'est-à-dire qu'il y a la question principale, c'est celle de la ligne éditoriale, de la charte éditoriale. On ne peut pas imaginer un titre aujourd'hui, pour moi, enfin un média, qui n'ait pas une charte éditoriale qui soit rédigée. À partir de là, c'est elle qui détermine. Alors certaines ont des histoires très longues, c'est le cas de la Croix, 150 ans. La charte a évolué au fil du temps, voilà. Mais c'est celle qui guide la ligne. Donc pour moi, c'est par rapport à elle que se posent des questions. Et il peut y avoir par rapport à cette charte des déviations et de l'actionnaire, dans ce cas-là, comment on résout le problème, mais aussi de journalistes et comment on résout le problème aussi. Donc pour moi, c'est sur la résolution du problème que ça m'intéresse, mais je suis complètement en phase avec, il n'y a pas d'interventionnisme à avoir, mais il n'y a pas non plus un no man's land où des personnes viendraient écrire ce qu'ils veulent. Voilà. Je crois que le syndicat SPIL a une position légèrement différente sur le droit d'agrément. Est-ce que le représentant du SPIL est parmi nous? Ouais. Merci. Oui, pardon. Oui, alors nous, on n'a pas une position pour le coup parce que c'est un sujet qui divise au sein du SPIL. Ça, c'est intéressant. Parce que nous avons des éditeurs qui ont mis cela en place, notamment Mediapart, qui fait partie des éditeurs un peu success story, on va dire, du SPIL, et donc qui a mis ça en place et ça fonctionne très bien. On a un certain nombre d'éditeurs qui défendent vigoureusement aussi cette position. Dont certains sont dans cette salle d'ailleurs. Et on en a d'autres qui sont vigoureusement contre et qui sont aussi des success stories, par exemple Contexte. Je vais vous expliquer pourquoi ça divise et pourquoi ça ne fait pas consensus. Et pour répondre quand même je ne fais pas de digression sur un autre sujet, mais sur la question de la Provence et sur la question de est-ce qu'on a le droit de traiter des sujets qui concernent les affaires non-presse d'un actionnaire et dont l'actionnaire dirait non, on n'a pas le droit? Là, ça s'appelle clairement du conflit d'intérêts. Enfin, le terme, il est clair. C'est pas de la liberté. Enfin, c'est carrément un conflit d'intérêts. Ça doit être rigoureusement banni et dénoncé et interdit. Et dénoncé, et c'est clair. Il n'y a même pas de question de droit d'agrément. C'est un conflit d'intérêts et il faut mettre tout en œuvre pour éviter ce type de conflit d'intérêts. Et c'est bien pour ça que SPIL
notre définition d'un média indépendant, c'est un média dont l'actionnaire est majoritairement une entreprise de presse et qui ne fait pas autre chose à côté, quoi. Et c'est important de rappeler ça, parce que sinon, il n'y a plus aucun sens. Mais la raison pour laquelle on a un problème avec ça, enfin certains éditeurs ont un problème avec ça, je vais prendre l'exemple de Contexte. Contexte, c'est intéressant Contexte parce qu'on est très nombreux à être des éditeurs journalistes. Contexte, ce n'est pas le cas. C'est un chef d'entreprise qui décide justement d'une ligne éditoriale. Il a un projet éditorial, il crée un journal et il met tout en œuvre pour que ce journal fonctionne, pour qu'il ait un modèle économique qui soit indépendant. Il arrive même à faire vivre son journal sans publicité. Il a aujourd'hui 53 journalistes. Et c'est lui qui va décider qui va... alors, il a une charte éditoriale, tout est absolument écrit, transparent. Et c'est lui, en revanche, qui va embaucher, qui va choisir le directeur ou la directrice de rédaction. Et pourquoi on lui dirait... Enfin, lui ne comprend pas pourquoi on lui dirait « Ah ben, c'est super, vraiment, c'est formidable. Tu as créé un beau média, 53 journalistes, tu arrives à les faire vivre, ça se passe bien. » ça se développe. Maintenant, il y a 53 journalistes, donc c'est terminé. Maintenant, le directeur ou la directrice de rédaction, c'est plus toi qui décide. Il y a quelque chose qui n'est pas compris. Et juste, toujours par rapport à ça, on en parlait au téléphone, il y a un côté aussi dans la démarche, là ça c'est plus un peu un avis personnel, mais il y a quelque chose qui me gêne un tout petit peu, c'est le côté... Je disais le terme un peu familier, torchon et serviette, mais c'est vrai qu'il y a un peu un côté dans l'équipe. Un journal, c'est pas seulement les journalistes. Et les journalistes, ils sont au service de la ligne éditoriale, mais il n'y a pas que les journalistes en fait qui sont au service d'une ligne éditoriale. Dans un journal, c'est une équipe. Il y a des gens qui vont s'échiner à vendre la publicité ou à vendre des abonnements. Il y a des gens qui vont s'occuper du marketing, des réseaux sociaux. Enfin, c'est toute une équipe. Et donc, il y a un côté un petit peu réducteur. Et juste un point, là, sur la crainte principale, c'est que ce ne soit pas très efficace. Parce que si on se met à la place du milliardaire qui, lui, a des moyens infinis, bon, d'abord, au pire, il n'aura pas les aides à la presse. Ce n'est pas très grave, parce que s'il y en a un qui n'a pas besoin d'aide à la presse, c'est le milliardaire qui en a plein les poches. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va pas pouvoir nommer le directeur de la rédaction qu'il veut. Et il va attendre que ça meure doucement, tranquillement. Et puis quand le média ne fonctionnera plus, que tout sera complètement sclérosé, et là, il pourra arriver à ses fins et mettre son directeur de rédaction. Donc il y a un certain nombre de limites, mais le sujet divise et on a aussi des éditeurs qui le mettent en place. Un débat très intéressant donc, entre vous. Aujourd'hui, quand ça grippe entre un journaliste et le directeur de la publication, ou entre le journaliste et cette ligne éditoriale, qu'elle est changée ou pas, il a deux recours. Il a donc une clause de cession ou une clause de conscience qu'il peut utiliser pour quitter le journal en ayant une sorte de filet de sécurité, soit des indemnités, soit toucher le chômage. Et dans cette loi dont on parlait tout à l'heure, cette loi transpartisane, il y a une autre possibilité qui est mise sur la table, qui est le droit d'opposition. Christopher, ce droit d'opposition, est-ce que ça pourrait faire partie du nouvel arsenal que pourraient utiliser les journalistes quand ils ne sont pas d'accord sur la manière dont l'information est traitée ? Oui, alors, sujet passionnant avec plein d'entrées possibles. D'abord, pour répondre directement, il n'y a pas que la clause de cession et la clause de conscience. Ça, c'est un des moments de changement de capital. C'est vrai que c'est un droit tout à fait particulier. Alors, clause de conscience, c'est en et dehors la clause de changement conscience, exactement. Capital, et clause de cession, c'est quand il y a un changement de capital. Mais ce sont des clauses a priori collectives. La clause de conscience, elle n'est pas toujours évidente à mettre en œuvre et parfois elle peut être individuelle. Mais en revanche, la clause de changement de capital, elle est clairement collective. Et la clause de conscience, elle est aussi collective, je crois, non ? Non, elle peut être individuelle. Oui, c'est ça. Non, ce que je veux dire, dans l'ouverture, dans la reconnaissance. Mais il n'y a pas de reconnaissance, c'est mathématique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a 51% du capital... Non, ça c'est la clause de cession. Elle est collective. Et non, attendez, excusez-moi. L'ouverture est collective, l'exercice est individuel. Voilà. Sur la clause de conscience, qui n'est pas la même chose, il n'y a pas un changement de capital. Il y a l'estimation à un moment donné par des journalistes qu'il y a un changement de ligne éditoriale. Celle-ci, elle est bien sûr individuelle ou collective. C'est la différence. Elles sont faites valoir individuellement dans tous les cas de figure, en fait. Non,
La clause de cession, elle est ouverte collectivement et ensuite vous décidez individuellement de faire valoir votre souhait de l'exercer. Oui, 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 c'est bien ce que, mais c'est bien ce qu'on dit. Je crois que vous êtes d'accord en fait. Je pense qu'on est d'accord. Ouais, ce que je veux dire, c'est que en cas de conflit, puisque Catherine parlait d'un droit d'opposition. D'un droit d'opposition. Il y a aussi d'autres choses qui existent aujourd'hui. D'abord, on doit le rappeler, il y a une différence entre l'audiovisuel et la presse écrite, audiovisuel public ou privé. Pourquoi ? Parce que l'audiovisuel, à la différence de la presse, il y a un organisme indépendant qui est l'ARCOM, qui est compétent, notamment en matière d'information, tel que défini par la loi. Et notamment sur un des critères, il y a bien sûr le pluralisme, mais un des critères, c'est l'indépendance et l'honnêteté de l'information. Donc cela veut dire que si quelqu'un, quel qu'il soit, l'ARCOM qui s'auto-saisit, un téléspectateur qui saisit l'ARCOM, s'il estime qu'il y a eu un problème sur l'honnêteté de l'information, et si on prend l'exemple d'un média qui aurait traité de façon malhonnête, c'est-à-dire pas objective, les intérêts de son propriétaire, on serait bien dans un problème d'honnêteté de l'information. Donc dans ces cas-là, l'ARCOM est compétent et a une grille de réaction et de sanctions par rapport à ça. Ce qui est différent par rapport à la presse écrite. Parce que dans la presse écrite, effectivement, ce type d'instance n'existe pas. Parce qu'il y a aussi pour l'audiovisuel, et c'est le paradoxe de la loi Bloch, c'est que les comités déontologiques qui ont été mis en place ne l'ont été que pour l'audiovisuel et pas pour la presse écrite. Alors même que pour le compte, en matière de déontologie du audiovisuel, il y avait déjà le rôle de l'ARCOM tel que défini par la loi. Pardon ? Oui, ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau. Non, attendez, j'allais y arriver. Je disais, c'est la différence avec la presse. Effectivement, la seule initiative qui a été prise sur la presse, mais à différence des initiatives dont je parle là, celles dont je parle, elles sont prévues par la loi. Il y a une initiative, en revanche, qui n'est pas prévue par la loi, qui était une initiative, comment dirais-je, citoyenne, qui a été la mise en place du conseil déontologique que monsieur représente en tant que secrétaire général ici. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent permettre, s'il y a un problème de déontologie, de les poser, peut-être de les traiter. Il y a aussi les SDJ. Enfin, quand on est dirigeant d'un média... Pardon ? Attendez. Non, mais ça, on va y venir. Non, mais... Non. Aucun des journalistes du groupe Bolloré qui est parti en clause de conscience. C'est nous qui avons négocié à chaque fois. Oui, il n'y a pas de clause de conscience, effectivement. Oui, mais alors ça pose un autre sujet sur lequel on regarde. Non, mais c'est le fait... La difficulté, effectivement, la difficulté à mettre en œuvre les clauses de conscience. On est conscient, si j'ose dire, qu'il y a une difficulté là-dessus. Elle est prévue sur la loi, il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas s'exercer. Mais vous ne m'avez pas tout à fait répondu sur le droit d'opposition. Non, alors je vais y arriver. La loi Bloch prévoit quelque chose dans la loi qui, d'une certaine façon, relève du droit d'opposition, qui est le fait qu'un journaliste qui ne serait pas d'accord avec ce qui lui est demandé a un pouvoir, je ne sais plus exactement la loi, je crois, d'opposition. Oui, je crois. Mais non. Mais bien sûr que si. Quelqu'un qui s'oppose à la réalisation d'un reportage une fois, deux fois, pas trois fois, on lui montrera la porte. Donc il y a un moment où vous n'êtes pas protégé. C'est pas possible. Donc la loi Bloch, elle ne sert à rien. Oui, mais attendez, alors je vais revenir à autre chose. Le droit collectif de choisir ou de donner un agrément au patron de la rédaction, pour le compte, ne protégera pas individuellement de ce type de situation. Non, mais non, mais. Non, alors j'arrive sur, parce que Catherine l'a évoqué, et vous avez dit, Madame, que c'est une proposition, celle de l'agrément, je parle uniquement de la question de l'agrément du patron de la rédaction. Oui, non, mais on m'a interrogé là-dessus, donc je parce qu'il n'y avait pas que les SDJ, mais les organisations syndicales aussi. Oui. Absolument. Donc je réponds là-dessus. Effectivement, le dernier état, si j'ose dire, c'est quelque chose qui visiblement divise chez certaines associations d'éditeurs patronales, oui, absolument, parce que certaines la pratiquent, pas tant que ça, mais certaines entreprises la pratiquent. Un grand nombre d'entreprises ne la pratiquent pas, voire ils sont complètement opposés. Mais à l'Assemblée, le sujet est sur la table, vous l'avez rappelé, à travers une proposition de loi qui a été examinée hier ou avant-hier en commission
Et cette disposition-là n'est pas passée à ma connaissance. Donc ça ne veut pas dire qu'elle ne passera pas, parce qu'elle va être présentée en séance le 3 ou 4 avril, mais aujourd'hui, elle n'est pas passée en commission. Et je prends un autre exemple d'un travail parlementaire qui est assez récent, c'est la mission qui a fait l'état des lieux et les propositions sur la loi Bloch, que vous savez aussi parfaitement, mais tout le monde ne le sait peut-être pas autour de la table, qui a fait une quinzaine de propositions, je crois, je les ai regardées, enfin dans cet ordre de grandeur. Il y a une seule proposition sur laquelle, parce qu'il y avait 2 rapporteurs, ne me demandez pas pourquoi, il y avait 2 rapporteurs, ce qui est assez rare, souvent il y a un seul rapporteur et un président, mais il y avait 2 rapporteurs. Il y a une proposition sur laquelle les 2 rapporteurs ont écrit explicitement qu'ils n'étaient pas d'accord, l'un était pour, l'autre était contre, qui était justement la question de l'agrément par les rédactions du patron de la rédaction. Sur les recours des journalistes, il y a une remarque à ma droite. Oui, nous, à l'Association des journalistes de l'information sociale, on défend cette idée d'agrément de la nomination, qu'on aimerait voir, on aimerait que les aides à la presse soient conditionnées à ça. Alors, c'est vrai qu'un milliardaire, les aides à la presse, ils s'en fichent un peu. Peut-être que, comme le disait Madame Duspil, peut-être une de nos autres recommandations, c'était de favoriser une représentation vraiment significative des salariés, et particulièrement des journalistes dans la gouvernance. Et c'est peut-être ça, en fait, qui permettrait de compléter ce droit d'agrément dont on parle et débat actuellement. Voilà, c'était juste ça que je voulais dire. Ça, c'est une très, très intéressante remarque. Une place à la gouvernance, une place au conseil d'administration. Pourquoi ce n'est pas encore le cas ? On y est, mais on n'a pas le droit de vote. Dans certains conseils d'administration, les journalistes y sont en représentant. C'est-à-dire, on regarde, on écoute ce qui se passe. On a parfois le droit de parole, mais en revanche, le droit de vote, le droit d'intervention, 0. Donc si c'est pour faire potiche, on n'a aucun intérêt à ça. Oui, non mais... Simplement, comme M. Baldelli, a priori, a lu le rapport effectivement sur la loi Bloch, proposition numéro 3 qui est consensuelle entre les 2 rapporteurs, créer un statut juridique pour la rédaction constituant collectif. Sur le droit d'agrément, effectivement, ils ne sont pas d'accord. Par contre, ils sont d'accord pour le statut juridique de la rédaction. Donc, effectivement, permettre cette indépendance et aussi, effectivement, d'ester en justice dans un extrême, mais de faire valoir le point de vue de la rédaction. Donc ça, c'est consensuel dans le rapport. Là, on avance, effectivement, sur des positions qui permettent de différencier le capital de la rédaction et l'indépendance de la rédaction. Parce qu'effectivement, le cas de la Provence, ce n'est pas la question du droit d'agrément, on est d'accord. Ce n'est pas la question, c'est comment se prémunir des interventions de l'actionnaire dans le contenu du journal. Vous pouvez passer le micro à votre droite ? Merci. Oui, Élise Descamps de la CFDT. Simplement, je voulais préciser concernant la place des journalistes et le rôle dans les décisions. Le droit d'agrément, nous, on est pour, mais qui aura le droit de vote? Alors évidemment, nous, on défendra un droit de vote ouvert aux non-permanents, dont les pigistes, et aussi à certains non-journalistes, parce qu'en effet, une rédaction, c'est pas que des journalistes, et que l'avenir d'un journal ne repose pas que sur les journalistes, et les conséquences d'une évolution de l'éditorial n'a pas d'impact que sur les journalistes, et les non-journalistes ont aussi une conscience. Voilà. Par ailleurs, oui, on parle de collectif rédactionnel. Et par ailleurs, nous, on défend la place des représentants des organisations syndicales à la CPPAP, parce qu'on peut conditionner les aides à la presse, mais si l'organisme qui accorde les aides à la presse est juste un tête-à-tête entre l'État et les organisations patronales, ça pourra tourner en rond. Et puis alors, les mêmes atteintes aux droits pourront toujours se perpétuer. Nous, on veut une place pour dire, OK, on conditionne, mais est-ce qu'on met des paliers, est-ce qu'on met des bonus, des malus, comment on fait? Là, les agents de la CPPAP, qui certainement font très bien leur travail, mais ne connaissent pas la réalité de terrain des entreprises, feront comme elles penseront. Nous, on veut y être pour dire, voilà, ça se passe comme ça dans la réalité, on observe des choses qui ne vont pas ici et là, on le dit. Une place pour les journalistes au sein de la gouvernance. Pascal Ruffnac, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous pratiquez dans le groupe Bayard, et est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez envisager d'une manière plus globale? D'abord, une entreprise de presse, c'est une entreprise, de médias, c'est une entreprise et des médias. Donc ça répond aux deux choses. La transformation des entreprises depuis quelques années, elle va à la vitesse grand V. La loi Pacte, elle a dû apporter d'un seul coup une avancée incroyable, et notamment alors avec la RSE d'abord, quand même, qui est devenue
une obligation et qui va être de plus en plus contraignante avec une double comptabilité à la fois verte et financière. Je veux dire, ça demande des créations de postes et tout ça, de repenser entièrement la finalité de l'entreprise. Donc ça, c'est complètement nouveau, hein, avec la loi Sonard-Nota. Voilà. Et puis, pour ceux qui veulent aller plus loin, il n'y en a que 1000 en France, malheureusement, mais il y en a 100 000 au Danemark. Il y a la capacité de créer une entreprise, une société à mission. Voilà. Et la société à mission, elle crée un comité de mission qui est à côté d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, qui est audité maintenant, puisqu'il y a des auditeurs de comité de mission, et qui vérifient si l'entreprise, elle suit ou pas ses missions, et qui peut lui retirer ce droit. Voilà. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça montre que dans toute entreprise, les salariés, dans un comité de mission, les salariés sont là, et ils s'expriment. Et donc, la question, c'est de trouver l'endroit dans une entreprise où des journalistes ou élargis à ceux qui font l'information, peuvent être partie prenante, non seulement d'exprimer leur intention, mais de la gouvernance de l'entreprise. Parce que de toute façon, les journalistes ou les non-journalistes, on est tous intéressés à ce que l'entreprise marche pour qu'elle puisse continuer. Et donc je trouve qu'il y a probablement une réflexion à faire juridique entre tout ce qui a été inventé par Nicole Notat et Sonard, là, il y a maintenant 6 ans. Cette réflexion, la place des journalistes et des salariés d'un média dans une entreprise, pour voir comment on peut rendre efficace juridiquement et pas simplement corporatiste dans un face-à-face directeur-journaliste, mais plus largement dans une entreprise où les journalistes peuvent trouver une place et s'exprimer à travers la mission de l'entreprise, qui est d'une certaine façon sa charte éditoriale. Voilà, et de vérifier chaque année avec des autorités extérieures et avec évidemment les gens qui sont autour de la table, si les missions sont conformes ou pas à ce qui est écrit, si elles sont observées ou pas. En fait, ce qu'il faut inventer là-dedans, c'est vraiment de l'ingénierie juridique, c'est la bonne façon de faire et au bon étage. Voilà. Mais de ne pas renier ni le côté entreprise, ni le côté information, ce qui fait qu'on a des entreprises tout à fait atypiques. Mais voilà, nous, on est la première entreprise de presse à mission. Je peux vous dire que c'est extrêmement intéressant, les journalistes y sont, etc. Et de fait, là, avec une présidente qui est extérieure à l'entreprise, voilà, et on sera audité et on verra si on a observé ou pas ce qu'on écrit dans nos chartes éditoriales. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, la plupart des médias privés sont dans la main de groupes industriels ou financiers dont la mission première n'est pas l'information. Est-ce qu'il faut revoir et comment il faut revoir les mécanismes anti-concentration de la loi Bloch de 86 ? En fait, de la loi 86. Ouais. Moi, je rappelle juste une chose, c'est que l'enjeu des États généraux, il n'y a qu'un seul objectif, c'est comment maintenir le pluralisme en France. Voilà, c'est ça, l'objectif, c'est ça. C'est la seule question importante, parce que, encore une fois, c'est vu du point de vue des citoyens. C'est les citoyens qui demandent ces États généraux, parce que c'est les citoyens qui sont en train de déserter l'information, et c'est les citoyens qui sont malades. Non, mais je ne vous dis pas l'intention originelle. Je vous dis pas que c'est juste. Je vous parle que l'intention, c'est ça. C'est comment. Non, mais c'est des sous-catégories. Mais ce que je veux vous dire, c'est que mais la fiabilité, ça fait partie du pluralisme. Ce que je veux vous dire, c'est que il y a en France un pluralisme qui existe. Voilà, on est dans une démocratie. Le nombre de démocraties est en train de diminuer. On a tissé un lien. Les chercheurs l'ont établi, qu'il y avait un lien direct entre la qualité de l'information et la qualité des démocraties. On l'a vu aux États-Unis, où il y a toutes les semaines deux médias d'information qui disparaissent, et on voit que dans les lieux où ça disparaît, il y a une montée des populismes. Voilà. L'objectif de ces États généraux, c'est comment maintenir ou augmenter le pluralisme en France. C'est ça. Après, il y a toutes les questions qui en découlent. Mais c'est ça l'objectif. Pour les citoyens, d'accord, c'est ça l'objectif. Je reviens sur les mécanismes qui en découlent. Il faut aller un peu plus loin, excusez-moi. Et justement sur les mécanismes anti-concentration. Vous trouvez que le pluralisme est respecté en France aujourd'hui, que tout va bien? Non mais je vous rappelle, je vous ai pas dit ça. Non mais on a l'impression de dire. Attendez, je voudrais qu'on reste un peu sur notre idée, sur le déroulement de la pensée, pour qu'on puisse justement point par point répondre. Alors je réponds maintenant une deuxième chose, c'est que sur le dispositif anti-concentration. D'abord, tous les chercheurs qu'on a pu, tous les chercheurs que nous avons pu écouter, tous les chercheurs en économie, tous les chercheurs en médias qu'on a pu écouter, avec Anne Perrault, qui est spécialiste de ces questions-là, ont montré qu'il n'y avait pas de lien direct entre le pluralisme et la concentration d'un actionnaire, qu'il soit gros ou petit. Je vous dis, les chercheurs, Christopher, tu confirmes, il n'y a pas de lien.
Mais ça ne veut pas dire que la question... Vous savez, je suis salarié chez Vivendi, moi je peux vous dire. Je peux aller jusqu'au bout. Ça ne veut pas dire... Pardon. Écoutez-moi, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème de pluralisme dans des très grandes entreprises, mais ça veut dire qu'il y en a aussi dans des toutes petites, que ce n'est pas lié à l'effet de taille. C'est tout ce que je vous dis. D'accord ? Christopher Baldelli Oui. sur cette Non, question-là. je voudrais compléter sur 2 points par rapport aux réponses qu'a apporté Pascal et ce qui a été dit. Le premier point, c'est que moi, je préside le groupe médias, journalistes et producteurs d'information. Producteurs d'information, ça veut dire pas que des journalistes, mais une fois qu'on a dit ça, la conception de mon groupe est très claire, c'est que nous considérons qu'aujourd'hui, dans l'enjeu essentiel qui est l'information, avec la question du pluralisme et la question de la qualité et de la fiabilité de l'information, il y a une très claire majorité dans mon groupe pour considérer que les médias, on les appelle comme on veut, numériques, non numériques, classiques, ce que vous voulez, parce que quand ils traitent de l'information, tous les médias ne traitent pas d'information, mais ceux qui en traitent beaucoup, énormément ou un petit peu, sont faits essentiellement par des journalistes et que ce sont bien eux qui sont aujourd'hui très clairement ceux qui apportent l'information fiable, de qualité, avec le moins de fake news. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait et que tout va bien. Vous l'avez vu, l'étude formidable qui a été faite par les Assises montre qu'aujourd'hui, ça change dans le temps. Mais aujourd'hui, une des plus grandes attentes de nos citoyens, pour revenir sur ce que disait Pascal, c'est qu'ils attendent de leurs médias du fake news, du fact-checking. Un joli lapsus freudien. Le lapsus en l'espèce ne peut évidemment pas être révélateur. Du fact-checking, c'est essentiellement... et au-delà de ça, j'entends, c'est même pas qu'on leur démontre ce qui est du fake news pour le compte, mais c'est de plus en plus de la pédagogie pour réussir à comprendre les choses. Et ça, moi, je crois que c'est vraiment essentiel pour la démocratie. Ça nous réunit tous autour de cette table, et pour mon groupe, en tout cas, et pour les États généraux, je le pense, quelque chose d'essentiel. Le deuxième point, sur la question du pluralisme et des milliardaires, alors c'est le propre d'un peu d'expérience, il faut se rappeler certains points. C'est que les lois, puisque ça a été évoqué par Catherine, les lois de anti-concentration sur la loi de 86, c'est ce qu'on appelle 1986, hein, ça date, c'était les dispositions contre les 3 H. C'était qui la pieuvre, les 3 H? C'était Hachette, Hersant et Havas, qui étaient, si j'ose dire, les milliardaires de l'époque. Puis il y a eu un projet de loi Tasca en 99 qui était d'empêcher que des conglomérats qui avaient de la commande publique, on sait très bien qui ça visait à l'époque, on peut le dire, le groupe Bouygues, le groupe Lagardère, etc., Dassault, ne puissent pas avoir... Non, Dassault, je crois qu'ils n'avaient pas de médias à l'époque, ils n'avaient pas encore le Figaro, 99. Non, c'était encore Hersant. Et donc, à l'époque, il y en avait d'autres, hein, sans doute. La Lyonnaise... mais non, vous l'avez dit, monsieur Vivendi, la Générale des Eaux. À l'époque, c'était la Générale des Eaux, etc. Bref, et cette loi, je le précise, n'a jamais été adoptée comme telle. La loi Tasca de l'époque a été adoptée, mais cette dimension-là a disparu au fur et à mesure, alors qu'elle était dans le programme de Lionel Jospin en 97. Comme la loi Gauche n'a pas été celle qui nous a été... Non, ce que je veux dire par là, c'est que la question des milliardaires détenant des médias, certes, elle a une actualité aujourd'hui, mais si j'ose dire, elle n'est pas nouvelle. Est-ce qu'il faut, ça fait partie des propositions de certaines organisations professionnelles d'interdire à des milliardaires dont ce n'est pas l'activité principale de détenir un média? Est-ce que ça, c'est une piste? Est-ce que vous, SNJ, par exemple, vous avez considéré ça? Est-ce que vous allez jusque-là? Oui, moi c'est SNJ CGT, mais je vais aller très vite. Non, mais je pense que c'était adressé à moi. Juste regarder le regard, c'est tout. Il n'y a pas de souci. Non, mais moi, ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est qu'on vient de fêter le 15 mars les 80 ans du programme du Conseil national de la résistance. Un des premiers actes du Conseil national de la résistance, c'était de redonner l'indépendance à la presse, on le sait, qui avait très fortement collaboré, et refaire du pluralisme en France, sur la base de un homme, un média. C'est très clair. C'est très clair. Et la mettre à l'abri des puissances d'argent. Des puissances financières et d'argent. Et on est tous à fêter le programme du CNR. Et si aujourd'hui, on ne se rend pas compte de la situation, alors nous, ça fait 15 ans, 20 ans qu'on demande un renforcement de la loi de 86. Ça fait 20 ans. Et là, on est très content que ça se revienne sur le devant de la scène, parce que là, on a un milliardaire qui a décidé de faire un groupe de médias d'extrême droite. Clairement, voilà.
Moi, je peux vous dire tous les jours ce qui se passe quotidiennement dans mon entreprise. Voilà. Il n'y a pas de problème. Si on estime que c'est comme ça en France, il y a eu des milliardaires, il y avait les 3H avant. Et justement, qu'est-ce qui se passe quotidiennement dans votre entreprise? Quels exemples vous pouvez nous donner et donner justement aux citoyens aussi qui sont là sur les exemples qui vous gênent? Les exemples, ils sont quotidiens. On a eu la Provence, il y en a tout le temps. Mais chez vous, non, moi je ne vais pas évoquer. Enfin, ils sont dans la presse. Enfin, on sait ce qui se passe dans un groupe que dirige M. Bolloré. Je ne veux pas qu'on laisse croire aussi que les journalistes font ce qu'ils veulent dans leur rédaction. La profession de journaliste est une profession de salarié. Nous avons une chaîne hiérarchique telle que... Enfin, c'est pour ça que la loi Bloch nous a donné aussi le droit de résister à toute pression et de refuser de signer un article conformément à la charte éditoriale de notre entreprise. C'est ça qui n'allait pas. C'est qu'on a fait une déontologie à la carte, selon les rapports de force dans les boîtes. Et moi, je vous donne un exemple typique. Quand M. Bolloré nomme Mme Claire Léost, PDG de Prisma Media, Mme Léost arrive en septembre 2022 et elle dit « L'indépendance, c'est moi ». Tout simplement. Et on ne discute pas de charte. C'est ça la réalité dans nos entreprises. Donc oui, il y a une défiance très forte des citoyens, parce que les citoyens estiment que les journalistes ne sont plus indépendants. Et il y a de l'autre côté, les journalistes sont dégoûtés, et ça c'est montré par plein d'études, je pense aux études de M. Charon, où 40% des jeunes journalistes quittent le métier après 7 ans d'exercice, parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus de ne pas faire leur métier correctement et en toute liberté. Est-ce que vous pouvez passer la parole au vrai SNJ? Oui, pardon. Il est troublé. Simplement, effectivement, vous avez cité à plusieurs fois les travaux du CESE et les travaux avec les citoyens. On les a lus, c'est très intéressant, effectivement. Dans les solutions, la première des solutions qui vient pour protéger les journalistes, accroître l'indépendance des rédactions vis-à-vis de l'actionnaire. Voilà. Nous, on se retrouve totalement dans les constats qui sont faits par les citoyens, en fait. On les écoute, les citoyens. En fait, je vais être très simple, hein, au quotidien, on les voit parce que c'est notre boulot. Quand on est sur le terrain en tant que journaliste, nous, on les côtoie au quotidien, les citoyens. Donc, il n'y a pas de problème. Et on peut ne pas se retrouver dans les propositions qui sont faites parce qu'il y a des fausses bonnes idées. Mais par contre, dans les constats sur protéger les journalistes et leurs sources de toutes les menaces et influences, lutter contre les manipulations, empêcher que certaines personnes détiennent plusieurs médias, ça fait partie des choses qui sont constatées par les citoyens. On se retrouve totalement là-dedans. Pour revenir sur effectivement la notion des concentrations, alors c'est intéressant, là, vous avez dit la loi de 86, en fait la loi de 86 elle vient après celle de 84. Donc la loi de 86, c'est pas lutter contre les 3H, c'est réouvrir pour permettre effectivement que Robert Arsan passe entre les mailles du filet en fait à l'époque, quand la droite revient en 86 au pouvoir. La loi de 84 est un peu plus restrictive sur ce sujet-là quand même. Quand on dit que les hebdomadaires ne concourent pas à la formation de l'opinion, donc ne sont pas comptés dans les concentrations, c'est un problème. Donc effectivement, nous, à ce niveau-là, on est pour que il y a des nouveaux seuils, évidemment, mais aussi qui prennent en compte l'ensemble des audiences cumulées au niveau des groupes. On n'est plus dans les répartitions de télé, radio, presse écrite, comme on peut avoir dans cette loi-là. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens. La question de la commande publique, oui, bien sûr. Nous, on est pour un seuil de 30% maximum pour des actionnaires dépendants de la commande publique. Comment, ou tout ce qui peut nourrir le conflit d'intérêts, comment on peut parler des ententes qu'il y a eu dans la téléphonie mobile, comment les médias peuvent parler de ça quand les actionnaires s'appellent Xavier Niel, Martin Bouygues et autres, OSFR, Altis. Enfin voilà, donc c'est pas évident pour les médias de parler de ce genre de choses. Donc oui, bien sûr qu'il faut ces limites-là. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on serait intéressé de savoir quelles propositions vous faites pour garantir l'indépendance des rédactions comme le demandent les citoyens, quelles propositions vous allez faire pour lutter contre les concentrations qui posent des problèmes de pluralisme, etc. Nous, en fait, on est là pour entendre les propositions que vous allez faire puisqu'on arrive à fin mars. Juste une réflexion sur la concentration des médias et le pluralisme. Il faut savoir quand même que sur tout l'Est de la France, vous avez un seul et même groupe et que de l'Alsace aux Alpes, vous avez les mêmes pages France-Monde. Où est le pluralisme de l'information dedans? Où est le pluralisme des avis dedans? C'est exactement les mêmes pages. C'est-à-dire que vous avez, je sais pas, 50% de la population qui lit les mêmes informations. Quel est l'intérêt? Elle est là aussi le problème de la concentration des médias.
on arrive à une concentration très importante, c'est parce qu'on a un énorme problème en tant que média indépendant à tenir dans la durée, parce qu'on a un énorme problème de modèle économique. Et c'est un petit peu là que le bas blesse, parce qu'en fait, si les médias indépendants arrivaient à tenir dans la durée, ils ne se referaient pas racheter au bout d'un moment par des milliardaires. Parce que là, ce qui se passe, c'est que soit l'issue, c'est soit on s'arrête, soit on termine chez Bolloré ou chez Niel ou chez donc, il y en a qui sont plus ou moins sympas que d'autres qui sont plus ou moins pires. Mais la difficulté principale aujourd'hui, c'est quel modèle économique et comment on fait pour garantir ce modèle économique pour avoir des médias indépendants en France. Enfin, nous, c'est vraiment au SPIL notre combat. Comment on fait pour avoir un modèle économique qui est robuste et avec... alors, c'est le sujet d'après, donc je ne vais pas aller fleurir tout de suite. Vous m'offrez une transition parfaite, donc c'est absolument... on va y arriver. Juste sur le média qui doit être rentable. Excusez-moi, j'aurais juste voulu faire une remarque, j'avais demandé le micro précédemment. Ah, vous avez vu passer votre tour. Sur la question de la concentration. La question de la concentration, on la regarde d'un œil français. On a l'impression, on parle de ces milliardaires qui détiennent toute la presse. On a un pays où il y en a des milliers de publications, un certain nombre qui sont regroupés dans des groupes, un certain nombre qui ont des actionnariats qui sont plutôt divers quand on voit toutes les formes qui existent. Donc, je suis toujours un peu interloqué par le fait de rassembler ça sous ce terme, les milliardaires qui possèdent la presse. Presse quotidienne régionale et pas non plus le territoire, le terrain de jeu des milliardaires particulièrement. Et c'est la majorité des journaux, je ne vous ai pas coupé la parole, merci, c'est la majorité des journaux, des exemplaires qui sont diffusés en papier tous les jours en France. C'est quand même cette information qui se diffuse avec un certain nombre de pages communes d'une région à l'autre sur des sujets français. Certes, mais de la même façon qu'on a aussi des journaux télévisés qui sont exposés sur différentes chaînes à l'ensemble de la population. Je ne crois pas qu'on soit en déficit de démocratie du fait qu'il y ait des pages qui soient partagées sur des sujets dont on a le mérite encore de les traiter, c'est-à-dire de les financer. Point de comparaison avec l'étranger, les groupes Ringier en Suisse, le groupe Schibsted en Scandinavie, le groupe Springer en Allemagne. Aucun rapport en termes de force économique par rapport au groupe français. Il n'y en a pas beaucoup qui dépassent les 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, 500 millions d'euros. Et là, on se parle de gens qui vont avoir, de groupes qui vont rassembler des chiffres d'affaires de 4 à 8 milliards d'euros. On n'est pas du tout de la même taille. Et nous, on se concentre sur cette notion-là de concentration. Et vous le répétez à l'envi. Je comprends que les citoyens finissent par se poser des questions parce qu'à force de répéter, je suis désolé, ça joue largement. En fait, vous faites caisse d'écho et de résonance. Et ça montre aussi que les journalistes sont quand même relativement libres au niveau de leurs paroles, puisque c'est un de leurs sujets favoris. Alors, avant de parler des aides à la presse, encore un point sur les différentes formes Si les citoyens ressentent ça, c'est pas par hasard. hasard. Est-ce que Pascal peut intervenir sur les trois formes de concentration ? Non, mais déjà, je suis désolé, je sais que vous attendez tous des réponses, ce qu'on va donner comme réponse. Je vous redonne juste le planning pour que vous le sachiez quand même, parce que nous, c'est quand même important que vous le connaissiez, le planning des États généraux. D'ici 2 semaines, on va rendre au COPIL, chaque groupe, à peu près les recommandations, en tout cas les fiches qui nous paraissent importantes compte tenu de la thématique de nos groupes. Après, il y a un travail de réduction, mise en commun, retravail qui va durer à peu près 1 mois et demi jusqu'à fin mai. Et le 15, mi-juin, ça sera remis. Donc il y a encore maintenant... de partir de maintenant 2 mois de travail. Non, mais je dis juste ça parce que... On a 15 jours pour être encore auditionné, puisqu'on n'a toujours pas été auditionné par votre groupe. D'abord... Non, mais ça n'empêche qu'on a pris très au sérieux vos contributions, je peux vous en assurer. Donc, non, mais c'est juste pour vous donner le planning, c'est pour dire qu'il y a encore du travail à faire, et on est là, excusez-moi, ça vous paraît peut-être de la rhétorique, mais pour entendre ce que vous dites, pour entendre les attentes, on est dans une forme d'audition aussi aujourd'hui, donc c'est aussi à ça que ça sert. Voilà. Vous vouliez parler de la concentration, Pascal. Non, mais parce qu'il y a 3 choses. Il y a en fait qu'on mélange. Il y a la capacité d'investir dans une entreprise, dans des médias. Voilà. Aujourd'hui, les gens qui peuvent investir, je suis désolé, moi, voilà, il n'y en a pas beaucoup en France. Il y a ceux qui ont de l'argent et on a un problème de modèle économique en plus. Il y a aujourd'hui en France moins d'abonnés à un média d'information qu'il y en avait il y a 40 ans. Il y a aujourd'hui en France moins d'abonnés à un média d'information qu'il y en avait il y a 40 ans. Ça pose problème quand même pour le modèle économique. Et vous avez vu les perspectives publicitaires de la CPM sur les 5 ans à venir, c'est une baisse de 6% par an pour les médias d'information. Et qui vont, en fait, les plateformes sont à 75%, elles passent à 80 et quelques, et les médias d'information se réduisent d'autant. Donc, pardon ?
J'ai pas entendu. Pardon. Pourquoi ça a des rachètes des médias si c'est si peu intéressant? Non. Alors, est-ce qu'on s'est posé la question de pourquoi les gens se désabonnaient? Pourquoi est-ce que les gens n'avaient plus aucun intérêt dans leurs journaux? Regardez ce qui se passe. On ferme des agences, on n'est plus en proximité. Les gens ouvrent le journal, il n'y a plus leur commune. Pourquoi est-ce qu'ils s'abonneraient? Pourquoi est-ce qu'ils continueraient à acheter le journal? Et que font derrière les grands patrons, et notamment les groupes bancaires? Eh ben, on ferme des agences parce que ça coûte de l'argent. Oh, mais derrière, on perd des ventes. Ah bah du coup, on referme des agences. À un moment, oui, on laisse crever un journal comme ça. Pour la première Continuez. fois, non, mais me dites pas continuer. D'abord, je ne suis pas moi-même actionnaire. Donc d'abord, cette année, pour la première fois, il y a plus de création de cartes de presse que les années passées. Donc il y a quand même un petit signe. Je partage tous les constats que vous avez faits sur les journalistes tout à l'heure, la précarité, etc., les 7 ans, etc., on l'a pointé aussi. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un niveau d'investisseurs. Après, il y a la question de la concentration, qui est un autre sujet et qu'il ne faut pas mélanger. Et il y a la question du pluralisme. Ce que je trouve, c'est pour ça que c'est important les constats, ce que je trouve dommage, c'est de coller ces 3 choses, investisseurs, concentration et pluralisme, en n'en faisant qu'un seul sujet. Non, il y a 3 sujets. Aujourd'hui, trouver des investisseurs pour investir dans des aventures médiatiques, eh ben, il n'y en a pas beaucoup. On peut en trouver. Il y a l'État, quand on est qu'en État, et puis après, il y a quelques capitalistes qui mettent de l'argent. Pourquoi ils le font? J'en sais rien. Probablement par amour-propre, par ego, par désir de dire j'ai un média, certainement. Si ça se cantonne là, c'est pas très grave. Et après tout, on est fier pour eux, on est content pour eux. Si ça ne va pas jusqu'à l'intervention, il n'y a pas de raison. Ils n'ont pas non plus interdiction d'investir dans des lieux qui sont des biens communs de la population. C'est plutôt intelligent. Après, il faut mettre des règles. Donc, ce que je voudrais, c'est séparer. Investir, c'est pas le mal. Voilà, c'est pas le mal. Ensuite, non, et non, parce qu'on est là en train de parler des grands milliardaires. C'est pas. En tout cas, dans les entreprises de presse, ils n'en profitent pas beaucoup. Le Crédit Mutuel a recapitalisé de 500 millions le groupe EBRA il y a maintenant 4 mois. Voilà. Donc, c'est autant d'argent. Et à votre avis, les journaux du groupe EBRA servent à quoi? Servent à quoi? Non, mais essayons de se mettre d'accord. Non, mais tout le monde peut procéder par jeu de mots, par truc brillant, par invective. Mais on est là. Non. Alors, si c'est des faits, on peut les reprendre un par un. On essaie d'avoir, et vous y contribuez, un débat sérieux. Je voudrais revenir, parce qu'effectivement, Pascal a raison de le dire, là on est un peu en train de confondre tout, donc mettons les pieds dans le plat. Alors, il y a des aides à la presse. Les aides à la presse, c'est des aides de l'État, payées par tous les citoyens. Il y a des milliardaires, ça a toujours été le cas, hier M. Hersan, demain, aujourd'hui, qui détiennent des titres de presse, puisque les seuls endroits où il y a, je rappelle que dans l'audiovisuel, il n'y a pas d'audiovisuel, il y a un audiovisuel public. Dans la presse, il y a un journal officiel, mais il donne un autre type d'infos. Donc tout est entièrement relève du privé. Si on dit demain, il y a des gens très riches, au fond, pourquoi on devrait leur donner des aides publiques alors qu'au fond, ils n'en ont pas besoin? Je pense d'abord qu'il y a un petit sujet, mais c'est une question légitime, on peut la poser. Je pense d'abord qu'il y a un petit sujet juridique. Je ne suis pas sûr qu'on puisse faire un distinguo comme ça, parce que jusqu'à nouvel ordre, les aides à la presse, elles visent quelque chose. Elles visent le pluralisme, elles visent la diffusion de l'information, etc. Voilà. Et deuxièmement, ne vous trompez pas sur une chose, c'est que si on retire, il y a aujourd'hui, si je prends l'exemple des titres de presse quotidienne ou des titres de presse de PQR, il y en a extrêmement peu qui sont à l'équilibre ou qui gagnent de l'argent. Et il y en a, si je puis permettre, un certain nombre qui sont à l'équilibre parce qu'ils ont, et le plus célèbre d'entre eux, qui chaque année nous explique par le biais de son dirigeant qu'ils sont positifs et qu'ils ont un très bon business model, il est aussi détenu par un milliardaire. Pas seulement, mais aussi, en tout cas majoritairement. Vous retirez toutes les aides à la presse dont il bénéficie, il est clairement dans le rouge. Donc vous savez très bien ce qui se passera derrière, parce que les milliardaires ont beau avoir beaucoup d'argent, ils n'aiment pas toujours en perdre durablement. Si vous retirez sur tous ces titres de presse les aides, et la question peut se poser, elle est légitime, c'est une question de citoyen, vous leur retirez les aides, la plupart vont être dans le rouge durablement, et vous aurez peut-être derrière des effets sur leur investissement et sur l'emploi des journalistes dans ces titres. Vous l'avez dit vous-même, Madame Porébra. Oui, mais il n'est pas question, aujourd'hui on ne me demande pas la suppression des aides à la presse, je demande juste, moi, une explication. Même pas pour les milliardaires. Je prends le... Parce que quelqu'un l'a mentionné, et c'est pour ça... Non, mais pas sauf vous. Que, attendez, excusez-moi. Je veux juste vous expliquer que non, moi, ça a été mentionné dans cette j'ai salle, du mal à comprendre. Pas par vous, ça a été mentionné
Bon, voilà, Alors, voilà. Par le SNJ, Le SNJ-CGT. Le SNJ n'est pas contre les aides à la presse. On est juste en train de vous dire que moi, je suis journaliste dans un groupe qui gagne de l'argent. Le groupe EBRA et le Crédit Mutuel gagnent de l'argent. Ils bénéficient. Le Crédit Mutuel gagne de l'argent. Le groupe EBRA touche des aides à la presse et dans le même temps, le groupe EBRA fait des plans sociaux. Moi, dans mon journal, on perd 20 postes. Comprenez bien que j'ai du mal à entendre que l'argent des Français, qui devrait justement aider à maintenir, diffuser, rénover la production, notamment tout ce qui est matériel de production, aujourd'hui servent à supprimer des postes. C'est un raccourci peut-être, mais c'est la réalité. Et en même temps, le groupe EBRA est le seul. Alors, je parle sous l'angle uniquement d'éducation média, qui est le sujet qui m'intéresse et dont je m'occupe particulièrement. Le meilleur exemple aujourd'hui, une action de développement d'éducation aux médias, donc de lutte contre la désinformation, retour de la confiance, il se fait chez EBRA, il se fait à l'Est républicain avec la création de 5 postes de journalistes sur l'action éducation aux médias. Donc ce n'est pas que des schémas de milliardaires qui contrôleraient complètement les médias, il y a aussi des petites choses très concrètes qui se font, avec des initiatives, des expérimentations, qui se font en partie avec de l'argent public, avec des montages économiques aussi, et des investissements et des prises de risques. Le projet a failli s'arrêter il y a quelques mois, finalement on a retrouvé un petit peu de sous pour pouvoir le mener. Donc, c'est pas aussi caricatural que ça. Et surtout, les aides à la presse, c'est des aides directes et c'est des aides indirectes. Pourquoi ? Et je crois que ça fait partie des propositions de certains d'entre vous, on ne favoriserait pas les aides indirectes, c'est-à-dire TVA 0, par exemple, sur la presse. Est-ce que ça ne fait pas partie des solutions ? Comme ça, on ne flèche pas 5 millions à la croix comme en 2022 ou 16 millions... 3. C'est les chiffres du gouvernement sur le site du ministère de la Culture. Direct, c'est 3, je vous promets. Écoutez, je les ai repris du ministère. Je serais ravi, mais je vais retourner voir. Appelez Rachida Dati, mais voilà, c'est sur son site. 2021, le premier bénéficiaire, c'était effectivement le groupe Les Échos, Le Parisien. Est-ce bien normal ? Donc, si on flèche par des aides indirectes, est-ce que là, on n'a pas un système un peu plus sain ? Ça faisait partie des idées qu'on défendait à la GIS. Il est là, Non, mais... Merci, je vais y arriver, pardon. Ça faisait partie des idées qu'on défendait à l'AGIS, l'association des journalistes de l'info sociale, cette idée de régime fiscal à imaginer. Alors, moi, je ne suis pas fiscaliste, entendons-nous bien, loin s'en faut. Donc, je ne sais pas quelle est la bonne solution de ces aides indirectes, mais ça faisait effectivement partie des choses qu'on imaginait intéressantes d'étudier pour développer un modèle économique qui tienne la route et qui respecte les conditions de travail des uns et des autres. Indirect. Aujourd'hui, et là, aujourd'hui, on a une proposition encore plus radicale dans le cadre des États généraux de l'information. Mais c'est vrai que notre constat, c'est que, et c'est normal qu'il y ait une certaine complexité parce qu'il faut s'adapter à chaque nouvelle situation, à chaque nouveau entrant. Donc, il n'y avait pas de presse en ligne il y a 30 ans, maintenant il y a de la presse en ligne. Mais au bout du compte, et puis des situations différentes, au bout du compte, aujourd'hui, on se retrouve avec un certain nombre de guichets qui fonctionnent en silo. Et un média, par exemple, on s'est posé la question parmi nos éditeurs, telle aide, si on se met à faire du papier, on n'y aura plus de droit. Ah, mais telle aide, est-ce que j'ai plutôt le droit à telle ou telle aide ? Les deux ne sont pas compatibles. Ça devient très compliqué aujourd'hui pour les médias de s'y retrouver dans cet ensemble d'aides en silo. Et donc nous, on a fait une proposition un petit peu radicale qui est de partir... de donner aussi de la visibilité non seulement aux éditeurs, mais aussi de la transparence aux citoyens, en proposant un système de calcul qui soit le même pour tout le monde, pour tous les éditeurs, et qui ne soit pas des guichets avec à chaque fois une enveloppe. Parce que le problème, c'est qu'on a un guichet et une enveloppe. Alors, il y a tel guichet qui a telle enveloppe, des fois elle a une petite rallonge, des fois pas. Et ce qui fait que ça donne énormément de non-visibilité, parce que s'il y a un nouvel acteur qui arrive, l'enveloppe elle va être réduite pour tout le monde. Enfin, on ne sait pas trop ce qui va se passer à la fin de l'année. Et pour les citoyens, ils se demandent c'est quoi ces aides à la presse, de toute façon vous êtes aidés, donc ça crée aussi de la défiance. Et pour autant, on estime que c'est assez légitime d'avoir ce soutien public parce que l'information de qualité, c'est essentiel à la démocratie. Alors notre proposition, c'est de basculer progressivement. Il ne s'agit pas vraiment, on n'est pas du tout non plus dans l'idée de faire table rase de toute la complexité, mais ce qu'on propose, c'est de basculer progressivement dans un crédit d'impôt qui existe déjà dans d'autres secteurs. Et on a par exemple dans le cinéma, quand on fait un film,
on sait que dans son modèle économique de son film, on va avoir un peu de crédit d'impôt, un peu de tel, et ça fait partie du mix. Et donc on propose d'avoir un crédit d'impôt qui soit pour tous les éditeurs et qui soit calculé en fonction de tel ou tel type de dépenses, ce qui donnerait de la transparence et ce qui donnerait de l'équité pour tous les éditeurs et surtout de la visibilité sur du long terme. Donc Christopher, je me retourne vers vous avec 2 questions. Est-ce que si on garde les aides directes, il faut les conditionner à plus de droits pour les journalistes, les conditionner à plus de pluralisme? Et si on bascule vers des aides indirectes, est-ce que il faut adopter une TVA à 0% ou un crédit d'impôt comme on le proposait à l'instant? Je vais essayer de répondre déjà aux questions qui sont à vos questions, Catherine, mais aussi aux questions qui sont sur la table. Le premier point, je ne suis pas expert en fiscalité, mais pour l'avoir regardé, je pense qu'on n'a pas le droit. Aujourd'hui, vous le savez, la TVA sur la presse est 2,1, c'est le taux le plus bas. Il y a très peu de secteurs en France qui sont sur ce taux-là. Pour prendre l'exemple de l'alimentation, je pense que les produits les plus bas, c'est du 5,5, c'est pas du 2,1. Donc c'est quand même aussi une façon, on en revient à la même chose, de se dire que l'information n'est pas un bien comme un autre. Je ne crois pas qu'on ait droit à des taux de 0% qui par ailleurs ont des inconvénients parce que pour le compte, si vous êtes à 0%, vous êtes non taxable à la TVA, vous payez une taxe sur les salaires, vous ne pouvez plus récupérer votre TVA sur fournisseurs, etc. Après, la proposition de madame qui est de dire arrêtons les aides directes et faisons que des aides indirectes. Encore que si on commence à faire un crédit d'impôt pour tout le monde, bon, peu importe le statut indirect, admettons. Moi, je pense que ça pose quelques problèmes non négligeables. Une des raisons de l'aide de l'État à la presse, c'est le maintien ou le développement du pluralisme. Il y a des quotidiens dans ce pays, dont on sait que par leur ligne éditoriale, l'Humanité, je m'entretenais récemment avec le patron de l'Humanité, La Croix, par leur ligne éditoriale, par définition, ont moins accès aux annonceurs que d'autres. Si vous leur retirez les aides directes au pluralisme, ils disparaîtront. Donc je pense que ça posera, on est en train de parler de pluralisme, et puis tranquillement, on propose un beau mécanisme comme c'est en France, égalitaire pour tout le monde, moderne, tout ce qu'on veut, puis juste ça permettra de faire disparaître quelques titres qui sont extrêmement importants, à mon sens, pour le pluralisme du pays. Pascal, vous seriez en danger si on entrait dans ce scénario? Notre seul modèle économique, c'est l'argent qu'on gagne. Donc, comme vous le savez très bien, parce que vous avez fait un papier dessus, dans la lettre qu'on en perd cette année, voilà, si on n'avait pas les aides... Il s'en souvient. Oui, je m'en souviens très bien. On en perdrait encore plus cette année. Et je reviens juste sur un point, parce que qui est la taille des groupes. Je ne sais pas ce qu'est la bonne taille ou pas, mais je reprends la comparaison avec l'Allemagne ou l'Angleterre. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que quand on fait une transformation digitale dans un groupe traditionnellement, on va dire, qui vient du papier, le coût est énorme. Voilà. Pour vous donner au niveau de Bayard, c'est environ 150 postes qu'il faut créer, voilà, sur 1200, 1300. 150 postes de tech, etc., qui sont nouveaux, avec une culture nouvelle, etc. On n'est pas péniblement, on en crée une trentaine, voilà. Donc automatiquement, je ne sais pas si c'est il faut passer 1 milliard, mais en tout cas, il faut trouver un mode d'alliance avec d'autres entreprises capitalistes pour réussir à percer ces murs d'investissement, voilà, qui sont énormes, qui, en plus, avec toutes les difficultés que vous connaissez de changement de modèle, mais qui sont tout simplement des nécessités d'investissement. Quand vous n'avez pas, comme Ouest France, comme le groupe Ouest France ou comme le groupe Bayard, vous n'avez pas de personnes qui investissent derrière, ben voilà, c'est vos lecteurs. D'une certaine façon, nos actionnaires à nous, ce sont nos abonnés, hein, ce sont eux qui nous... En tout cas, c'est pour ça que j'insiste sur l'importance des citoyens, lecteurs, abonnés au sein des conseils d'administration ou d'autres types de formes. Voilà. Donc il faut trouver des alliances. Il faut trouver une façon de percer ce mur de l'investissement qui n'est aujourd'hui pas accessible à des groupes qui n'ont pas d'actionnaires ultra puissants derrière eux. Voilà. Donc, Et puis Pascal, il y a une autre ressource naturelle normalement, c'est les droits voisins, c'est-à-dire ces sortes de droits d'auteur que doivent reverser Google et Meta aux journaux. Non, on va essayer d'avancer là-dessus. Oui, sur les aides à la presse, ça serait quand même intéressant, quoi. Dans mon propos, mais il n'était pas du tout question de dire... Enfin, actuellement, il y a des périmètres, c'est-à-dire que, par exemple, les médias qui ont droit à l'aide au pluralisme
tous les médias n'ont pas le droit à l'aide au pluralisme. Donc effectivement, je parlais de tous les éditeurs qui ont le droit à l'aide au pluralisme. Tous les médias y ont droit à condition de remplir les critères. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça change dans le temps, oui, puisque certains sortent. Je me souviens à une époque, oui, mais la proposition qu'on fait, c'est à partir de ce même périmètre des médias qui ont droit à l'aide au pluralisme. Aujourd'hui, vous avez 3 aides au pluralisme. Vous avez 3 guichets différents d'aide au pluralisme. Et avec parfois des médias qui se disent, eh ben là, je suis à tel guichet, mais si jamais je fais ça, nous par exemple, on est sur le guichet aide au pluralisme à la presse en ligne. Et on a des éditeurs qui disent, ah ben oui, mais alors si je lance un titre papier pour... je vais devoir changer de... j'aurai plus le droit. C'est ça que je voulais dire, c'est de simplifier, et ça ne veut pas dire qu'on change de périmètre. Et par rapport à ce que vous disiez, et aussi par rapport aux différents types de dépenses, il est évident qu'en fonction de type des dépenses, il y a des dépenses qui ont des volumes beaucoup plus importants. On est bien d'accord que de la diffusion numérique, ce n'est pas le même volume de dépenses que de la diffusion imprimée. Donc il ne s'agit pas... c'est pour ça que j'ai dit il n'est pas question de faire table rase, il est question de proposer un système qui soit plus lisible pour les éditeurs, pour les citoyens, et plus anticipable. Mais on n'en a pas fini, je crois, avec les aides à la presse. Non, mais ce que je peux vous dire, je ne sais pas, Christopher, si tu es d'accord, mais sur la question de la conditionnalité des aides, il me semble qu'on est tous... on a un certain accord là-dessus. Après, quelles conditions il faut mettre? Je rappelle quand même... Respecter la loi. Respecter la loi. Non, mais il y a 5 ans... Oui, mais il y a 4 ans ou 5 ans, voilà, l'État nous a demandé de signer un contrat cadre en échange des aides. Voilà. Je crois qu'il y a 3 groupes de presse qui l'ont signé, de médias qui l'ont signé, personne. Voilà, après, il faut du monde pour regarder ces contrats et les lire. Donc, du côté administration, il faut aussi que l'État puisse remplir ses missions de relecture, etc. des éléments. Voilà, la DGMIC, aujourd'hui, elle n'est pas capable de relire tous les contrats faits par les propriétaires. Je voudrais juste, donc, si je puis... Pardon. Non, donc la conditionnalité, c'est juste... On est, moi, je pense, assez d'accord. Simplement, il faut et que c'est normal qu'il y ait des exigences en échange de l'argent des citoyens. Ça, je crois que, voilà, moi, ça me paraît en tout cas tout à fait normal. Simplement, il faut bien les poser et puis être capable de les vérifier. Voilà, d'aller jusqu'au bout. Si vous voulez de la qualité, il n'y a pas de problème. Conditionnez les aides à la presse à l'adhésion à un organisme comme le CDJM. Là, vous irez sur la qualité. Ah bah oui, non mais les conditionnalités, c'est ça. C'est le respect de la loi. On ne paye pas des journalistes comme auto-entrepreneurs. C'est pas normal. C'est illégal. Non, attendez. Pardon, si je peux 2 secondes répondre à madame, parce qu'elle a posé une deuxième fois et précisé sa question. Vous posez une question essentielle qui est la question des aides selon qu'on est un acteur purement numérique ou un acteur numérique et papier. Parce qu'effectivement, tout le système a été conçu pour des titres qui étaient papier, avec pour un certain nombre, par exemple, tous les aides à la diffusion étaient liées à la diffusion d'objets physiques, portage, aide postale, etc. Et c'est vrai qu'il y a des nouveaux entrants, les acteurs médias, information en ligne, qui dans un premier temps ont mené un premier combat pour avoir un taux de TVA réduit, puisqu'ils n'avaient pas accès au taux de 2,1. Aujourd'hui, ils y ont accès, ils ont été reconnus comme des entreprises de presse, et ils ont même mis dans des guichets distincts, comme vous dites, des aides spécifiques pour le pluralisme. On regarde ça évidemment, mais je voudrais être clair là-dessus, c'est un sujet très difficile et très complexe, parce que sauf à abonder énormément les aides à la presse, si vous fusionnez et que vous dites le papier et le numérique, c'est la même chose, on met les mêmes aides, il va y avoir des gros perdants et des gros gagnants. Or, ceux qui continuent à faire de la presse papier, c'est un fait objectif qu'ils ont un certain nombre de coûts liés à ça. Oui, vous l'avez dit tout à l'heure. Ouais, et c'est maintenant très clair. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Pardon, je vous coupe, mais je pense que vous avez été très clair dans votre démonstration, effectivement, dans la précision des différentes aides. Est-ce qu'il y a une dernière intervention sur les aides à la presse? Encore deux. Juste la dernière.
apparemment, vous imaginez qu'on est contre les aides à la presse. Pas du tout. Non, je crois que c'est très clair que vous ne l'êtes pas. Juste pour vous dire qu'on pense aussi un peu à nos patrons, puisque dans les contributions du SNJ que vous pourrez lire, on demande une bonification des aides à la presse pour le maintien des petites agences, le maintien des emplois de proximité des journalistes, parce qu'il y a en effet une zone qui aujourd'hui devient sans information, des déserts informationnels qu'on commence à avoir, c'est toutes les zones rurales, les zones entre deux grosses agglomérations, deux gros départements, où là aujourd'hui le lecteur n'a plus d'informations. Donc nous on demande cette bonification des aides à la presse, comme quoi on vient aussi au soutien des employeurs. Je rappelle qu'on a lu vos propositions, parce que ça fait 3 fois que vous dites, on a lu vos propositions du SNJ. Bon. Ah non, mais vous avez déjà publié des recommandations. Non, mais pardon, l'exemple, on en a parlé quand on s'est rencontrés, c'est un sujet qu'on a bien identifié pour l'aide en région, c'est qu'effectivement aujourd'hui, pour des motifs divers et variés, il y a des endroits où on ne trouve plus quelqu'un qui est prêt à apporter l'information de sa zone. C'est une vraie difficulté. Une dernière intervention sur les aides à la presse, courte si possible. Je vais faire très court. Effectivement, il y en a un certain nombre qui dépendent de critères qui sont liés au coût à la fois de la production et de la distribution d'un support physique, le papier en l'occurrence. Mais c'est aussi que pour le papier et surtout la fréquence de publication avec les quotidiens, c'est des médias qui soutiennent, qui investissent dans des rédactions de taille très importante. Donc, quand on a un acteur comme les Échos Parisiens qui a été cité tout à l'heure, il faut rappeler que c'est un quotidien national, un quotidien régional sur Paris et les Échos, un quotidien national économique. Donc il y a aussi derrière une rationalité que dans les commentaires, parfois, on ne retrouve pas avec ce rapide trait de « c'est eux qui ont le plus d'aide ». C'est eux qui ont aussi le plus de journalistes si on regarde, ou en tout cas, on a derrière c'est pas le critère de calcul, mais aujourd'hui, derrière, c'est des rédactions de taille très importante. On peut nuancer son propos, c'était le sens du mien. Alors vraiment la toute dernière intervention sur ce sujet-là, parce que je tiens vraiment à ce qu'on parle des droits voisins, c'est capital. Pardon, juste, c'est pas tout à fait aide à la presse, mais c'est une question de financement des médias. Je voudrais juste faire une digression sur l'audiovisuel public, parce que c'est aussi les moyens de l'État. Et la suppression de la redevance est de conséquences graves. Et il faut savoir aussi qu'il y a les contrats d'objectifs et de moyens avec les chaînes qui, elles aussi, peuvent être, qui pourraient comporter des conditions, davantage de conditions, en contrepartie de l'argent public. Et si aujourd'hui, France Médias Monde, Radio France, l'AFP notamment, précarisent autant leurs journalistes non permanents ou ne considèrent pas comme journalistes des personnes qui font un travail journalistique, c'est une demande de l'État pour réduire sa masse salariale. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la presse écrite, de la presse en ligne, on n'a pas parlé des télévisions et de l'audiovisuel public, que vous connaissez bien, Christopher. Oui, non, mais vous avez tout à fait raison de dire ce que vous dites. Mais le sujet, je pars du pluralisme. Dans ce pays, tout le monde peut se demander si on n'a pas, ou trop sûrement pas, mais si on n'a pas assez de pluralisme. Quand on regarde le nombre de titres de presse écrite, qu'ils soient nationaux, qu'ils soient en région, qu'ils soient sur des zones plus petites, quand on regarde tout le développement des titres de presse en ligne, quand on regarde notre presse magazine, qu'elle soit d'information générale ou qu'elle soit sociale, scientifique, etc. Quand on regarde nos radios, le paysage de nos radios, et quand on regarde le paysage des médias privés audiovisuels, radio et télévision, et enfin quand on regarde l'importance dans notre pays de l'audiovisuel public, à travers ses radios, à travers ses télévisions. Pour faire simple, et objectivement, si je regarde à l'instant T ou T moins quelques années, on a un audiovisuel public important, puissant, qui est écouté, qui est regardé, qui a un financement. On peut toujours en discuter pour savoir s'il est insuffisant ou trop, ce que pensent certains, mais le fait est que ça existe et que c'est important et puissant. Je crois que le sujet, c'est le sujet d'aujourd'hui et de demain, et ça, de ce point de vue-là, c'est la responsabilité des États généraux et de mon groupe, c'est que le paysage aujourd'hui, on peut en dire ce qu'on veut, mais il y a un pluralisme qui est incontestable. Quel que soit votre sentiment politique, vos opinions, vos pensées, etc., et où que vous soyez en France, vous trouverez toujours 1, 2, 3 médias qui vont correspondre à ce que vous attendez. En revanche, est-ce que ce sera encore le cas dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans? Et là, on tombe en plein dans le modèle économique qui concerne aussi bien l'audiovisuel public que le privé, que la presse. C'est l'étude de l'ARCOM. L'étude de l'ARCOM,
Elle montre que d'ici 2030, c'est-à-dire dans 6 ans, les médias, tous, pas seulement la presse écrite qui a déjà beaucoup perdu, mais l'audiovisuel public et surtout privé, va tendanciellement perdre 30% de ses recettes publicitaires au profit des plateformes. Donc ça veut dire par là que quand on parle d'indépendance, de pluralisme, la réalité, c'est que sur les années à venir, la menace est importante. Et évidemment aussi sur l'audiovisuel public, qui lui est assuré essentiellement par le financement de l'État. Sauf que Google, sauf que Meta ne joue pas le jeu. On l'a vu la semaine dernière avec cette amende record imposée par l'autorité de la concurrence, 250 millions d'euros donc infligés à Google, parce que Google ne verse pas les droits voisins qu'il devrait verser. Comment ça se fait qu'on ne se fait pas respecter en fait sur ces questions-là? Pascal, vous avez une idée? Est-ce que Google peut continuer à marcher sur les pieds des journalistes comme ça et des médias sans verser l'argent pour lesquels ils ont signé? Bon, d'abord, on pourrait demander à quelques personnes qui ont négocié directement avec Google, notamment l'Alliance dans la salle, cet accord de droit voisin, hein, qui est issu de la loi européenne, la transcription française, et puis après de syndicats quand même qui sont allés au combat, parce que ça demande beaucoup de moyens juridiques aussi, d'investissements juridiques, hein, pour le syndicat de la magazine et surtout de la presse quotidienne, hein, qui était en première ligne. Et donc c'est pas facile, ça a pris beaucoup de temps. Et c'est un accord signé pour 3 ans, donc qui je crois arrive à échéance dans 6 mois ou 9 mois. Bon, voilà, donc il va devoir être renégocié. Et derrière, il y avait évidemment la question de la part des journalistes. Moi, je regrette une chose dans les droits voisins. Première chose, c'est sur le fond des droits voisins. Ils sont assis principalement sur la puissance et l'audience. Donc c'est un clic génère un revenu de droit voisin pour aller vite. Ce qui fait qu'un clic sur une recette de cuisine vaut un clic sur un reportage qui a pris 9 mois à être réalisé dans un pays ou un autre. Voilà. Donc ça ne mesure pas l'engagement, ça ne mesure pas le coût de la production de l'information. Hein. Je crois que pour la première fois, on va avoir une première vision du coût de l'information en France. Hein. Oui, notre groupe de travail a travaillé là-dessus. Je pense que ce sera la première fois. Et on fait une conférence de presse le 4 avril au CESE pour présenter les résultats de cette étude. Donc c'est important, c'est combien coûte la fabrication de l'information et les journalistes. Voilà. Moi, je regrette. Voilà, le syndicat n'a pas voté comme ça. Et puis je pense que c'était pas... Pour des raisons de facilité, c'est ce qui a été choisi. Mais vous voyez bien que déjà, ça induit une distorsion entre ceux qui veulent du long terme et investir beaucoup pour aller vite, et puis le fait de faire rapidement. On sait très bien qu'on peut faire des papiers qui génèrent vite du clic, éventuellement de la recette publicitaire, et puis du droit voisin. Voilà. Donc, moi, je vais vous dire, dans le cas de Bayard tout entier, c'est 400 000 euros les droits voisins. Voilà, 400 000. On n'a pas encore rediscuté la distribution avec les journalistes, mais je vais vous dire, c'est même plus important à ce niveau-là, parce que 400 000, ça fait strictement rien. Donc, ni pour les journalistes, ni pour les éditeurs. Donc, certainement d'autres ont touché beaucoup plus, mais avec en quelque sorte, ce qu'on représente, en particulier sur les enfants, les adolescents, etc., je trouve que c'était très faible. Donc, je pense qu'il y a quelque chose dans le calcul. Et je pense que l'intelligence artificielle, les questions qui vont être liées à la question des droits voisins prolongés à travers va multiplier ce type de questions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on prend comme critère pour payer quelque chose. C'est évident que là, c'est à la puissance 10 pour nous, parce que ce qui est en train de se passer, nul ne connaît vraiment la suite, mais on voit bien qu'il y a de la perturbation à minima en ligne, et peut-être même des modèles qui demain viendront nous perturber totalement. Donc moi, il y avait cette question du critère. Bon, après c'est le rapport de force qu'on connaît avec les plateformes. En gros, à part Meta et Google, je crois que c'est à peu près tout ce qu'on a aujourd'hui obtenu, hein, rien d'autre d'aucune autre plateforme. Vous voyez ce qui se passe ailleurs dans d'autres pays, qui est très important pour nous à suivre, parce que ça fait modèle, hein, au Canada par exemple. Voilà, donc c'est un combat qui continue, c'est un rapport de force. J'allais dire, ceux qui nous représentent bien là-dedans, évidemment, c'est les syndicats d'éditeurs, parce qu'ils ont tout intérêt, on a tous intérêt à faire que l'équation à la fin soit le plus équilibrée possible pour les médias. Mais je crois que la somme globale des droits voisins, c'est, pas dire de bêtises, c'est 30 millions d'euros environ, hein, Florent ? Non, alors je veux dire, non, c'est autour de ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas très différent. C'est au fond pas très différent, et ça a été très long à négocier.
Mais ce n'est pas très différent des sommes que versait Google avant dans son fonds européen d'aide. Voilà. Donc on n'est pas sur une montée des volumes, on n'a pas changé d'échelle avec les droits voisins. Voilà. On n'a pas changé d'échelle sur les droits voisins. Moi, il me semble que, pour moi, c'est qu'il faut changer d'échelle. C'est un rapport de 1 à 10 qu'il faut, à minima, pour permettre aux médias d'exister demain. Et compte tenu de ce que sont les plateformes, ça me paraît indispensable. Voilà. Christopher, on peut changer le rapport de force avec Google et Meta ? Je pense que oui. Vous l'avez mentionné, Caroline. D'abord, ça fait partie. Moi, c'est Catherine. Catherine, pardon. Ça fait bien partie du modèle économique. Ça fait bien partie du modèle économique. C'est peut-être peu d'argent, mais tout argent supplémentaire est bon à prendre. L'amende, vous l'avez mentionné, de 250 millions d'euros, c'est considérable. Ce qui est dommage, c'est que comme c'est une amende infligée par l'autorité de la concurrence, elle n'ira pas à la presse, mais elle ira à l'État. Mais je crois que ça constitue en tout cas un bon coup de bâton sur les opérateurs en question. Donc je pense que ça devrait, pour répondre à votre question, Catherine, réouvrir la donne. Mais au-delà de ça, Pascal l'a évoqué, c'est une question de rapport de force. Et dans la question du rapport de force se pose aussi la question de comment les éditeurs s'organisent. Je refais le début des droits voisins parce qu'on est en train de voir la même chose avec l'intelligence artificielle. Certains y sont allés seuls parce qu'ils ont pensé qu'ils étaient suffisamment éminents pour toucher davantage. Puis, au bout d'un moment, d'abord la presse quotidienne, puis la presse magazine, on finit par, à travers leurs syndicats professionnels, on finit par s'unir pour aller ensemble à la négociation, voire même en prenant un institut, enfin un organisme qui sait faire ce genre de négociation collective. Donc moi, je pense que la question pour l'avenir, sur la base de cette décision forte qui a été prise, c'est comment les éditeurs vont s'organiser pour peser, ce que tu disais Pascal, un rapport de force. Et je pense que le rapport de force, il est plus fort quand tout le monde est uni que quand chacun va jouer sa chance en pensant qu'il est le meilleur. Il y a un organisme, justement, il y a un organisme qui s'appelle DVP, justement, qui a été créé à l'initiative de plusieurs syndicats d'éditeurs. DVP, c'est l'acronyme de quoi ? DVP, c'est Droits voisins de la presse. Et c'est un organisme de gestion collective qui a été initié au départ par la presse magazine, le SPIL, la FNPS, Fédération nationale de la presse spécialisée, et qui compte aujourd'hui de nombreux éditeurs. Cet organisme négocie les droits voisins. Et donc c'est fondamental. Et je voulais juste abonder absolument dans votre sens les 2 points, c'est-à-dire premièrement, le rapport, il n'est pas du tout au niveau aujourd'hui, surtout avec l'intelligence artificielle, parce que demain, et ça commence déjà aujourd'hui, vous posez votre question dans le moteur de recherche, Google et consorts vous répondent et ne vous citent à peine de quel média ça vient. Donc la captation de valeur, elle est énorme, elle est sans comparaison même avec ce qu'il y avait avant. Et deuxièmement, il faut absolument jouer groupé. Et jouer groupé, ça passe notamment par DVP, en tout cas ça passe par l'ensemble des éditeurs. Et c'est vrai que si on a juste un seul éditeur parce qu'il est incontournable, c'est un petit peu dommage. Et bon, ça permet de montrer la voie, mais si on peut tous jouer groupé, ce sera encore mieux. Et juste une chose par rapport à ce rapport de force avec les plateformes, le deuxième problème qu'on a par rapport aux droits voisins, c'est aussi cette invisibilisation que font certaines plateformes pour ne pas avoir à verser de droits voisins. Et c'est ce qui se passe avec Meta. C'est ce qui se passe par exemple au Canada, parce que le Canada, c'est un petit marché. Donc Facebook au Canada, il a dit OK, bon, mais nous, les médias, on n'est pas obligé de vous mettre en avant sur Facebook. Si c'est comme ça, on ne va rien débourser, on ne vous met pas en avant. C'est un petit peu la chance qu'on a en Europe, c'est qu'on ait un marché quand même plus costaud. Mais il faut qu'on soit vigilant à cette invisibilisation des médias par les plateformes pour ne pas avoir à payer des droits voisins, parce que c'est la démocratie qui est en jeu. Une autre intervention sur les droits voisins. Oui, sur les droits voisins, je suis bien placé pour en parler. Je suis membre de la commission en droit d'auteur, droits voisins, qui siège au ministère de la Justice et du ministère de la Culture, pardon. Monsieur de l'Alliance parlait de l'exemple des Scandinaves. Les Scandinaves, non seulement ils touchent des droits voisins et ils partagent avec les journalistes, comment ils ont créé le rapport de force ? En y allant tous ensemble, éditeurs et journalistes. En France, les éditeurs disent nous, on veut un droit de négocier collectivement, c'est ce qui est prévu par la loi. En revanche, ils ne reconnaissent pas aux journalistes le droit de négocier collectivement. Et la négociation collective, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas, ils ne pratiquent pas, ils ne veulent qu'imposer leur point de vue. Et comme ça, on ne gagnera jamais.
On ne gagnerait jamais. Vous parlez de modèle économique. Le modèle économique de la presse en France aujourd'hui, que ce soit audiovisuel ou presse écrite, il est basé sur de la précarité, sur de l'exploitation, sur un certain nombre de journalistes rémunérés à la pige, par exemple, mal payés, où il n'y a pas de négociation, il n'y a pas d'augmentation. Même l'audiovisuel public a des CDDU à répétition et fondé sur une partie des journalistes qui sont totalement précaires. Sur ça, zéro réponse, zéro conditionnement des aides sur le respect de la loi Cressard, qui va fêter ses 50 ans cette année. Le groupe où je travaille, qui est le plus grand groupe de presse professionnelle en France, a été condamné 2 fois l'année dernière pour non-respect de la loi Cressard, non-licenciement de journalistes pigistes. Et quand on revient aux droits voisins, tout est conflictuel. Tout est conflictuel. Il n'y a pas une négociation qui aboutit correctement, ou très peu, dans de très petits médias. Comme il y a d'autres membres de la commission, ils vont me dire « t'exagères si tu dis que c'est tout ». Non, c'est pas tout, mais c'est marginal ce qui arrive. Ceux qui saisissent la commission, le cas 20 minutes, on arrive, la commission prend une décision et tout de suite derrière, la direction elle dit la décision ne nous va pas, menace à l'emploi, vous vous asseyez, vous signez ce qu'on vous dit, vous signez un forfait alors qu'on a dit que c'était un pourcentage, vous signez ce qu'on vous dit, point. Sinon, on met la clé sous la porte. On est où là? On est où? On est dans un pays où les patrons de presse sont en train de mettre de la pression à l'emploi pour ne pas payer ce qui a été décidé par une commission paritaire. Et demain, ça va être la même chez Sud-Ouest. Concrètement, c'est super important les droits voisins. Il n'y aura pas de rapport de force si les patrons continuent, les employeurs continuent de traiter les journalistes de la même manière que les GAFAM les traitent. C'est très clair. Derrière vous, il y a un monsieur qui voudrait intervenir sur les droits voisins. Oui, bonjour, merci. Étant directeur général de la SCAM, évidemment, je gravis dans le monde du droit d'auteur Hervé Rony, et des droits voisins. Donc Hervé Rony, oui, merci. Et je voulais juste dire que j'ai peu d'espoir, malheureusement, je dois vous le dire, qu'aujourd'hui, pour les droits voisins et demain pour l'IA, les éditeurs réussissent à s'unir et que le milieu de la presse, qui est très divisé, se réunissent pour essayer de comprendre que si on a inventé d'autres modèles de gestion collective, alors je sais que c'est un gros mot dans le monde de la presse, mais sincèrement, je suis très sérieux, les éditeurs ne veulent pas entendre parler de ce gros mot, ils tolèrent d'être membres du CFC, ils ont créé le DVP de façon... C'est quoi le gros mot? Le gros mot, c'est la gestion collective. Et donc ils ont écarté pour des tas de raisons, on va pas revenir là-dessus, le CFC d'une certaine façon, ils ont fait comme si le CFC qui touche des droits de reprographie n'existait pas. Et puis, ils ont créé des VP. On est allé chercher la SACEM. J'ai beaucoup d'estime pour la SACEM, qui n'y connaît strictement rien dans la presse écrite, mais elle peut s'y mettre. Hein. Il y a des brillants dirigeants de la SACEM, je ne me moque pas. Mais je veux dire, non seulement on est désunis, mais en plus, on a le tour de force d'aller chercher d'autres acteurs que ceux qui étaient initialement, historiquement, là pour ça. Et on ne va pas chercher le CFC, parce qu'au CFC, il y a un collège auteur. Donc là, mon Dieu, il y a les journalistes avec qui il va falloir partager le gâteau. Alors que j'ai strictement rien contre les éditeurs, je constate simplement qu'ils ont une stratégie, je le dis, ça ne me gêne pas de le dire, ils ont une stratégie qui va à contre-temps de ce qu'il faudrait faire, à contre-temps. Là, je vois que M. Dreyfus au Monde, homme brillant et qui se sait brillant, a signé un accord sur l'IA, tout seul dans son coin. Ça ne ressemble à mon avis à rien, il en a peut-être tiré un peu de sous. Il en fera peut-être bénéficier les journalistes du Monde, car je ne dis pas que les accords internes au Monde seront forcément mauvais. Le problème, c'est que vous allez avoir des accords d'entreprise, et que ces accords d'entreprise, il y en aura des bons, des très mauvais, et on ne fera que continuer à ce qui tue ce métier, je le pense sincèrement, c'est la division qui en est caricaturale de toutes les familles de presse. Et je pense que c'est un problème de fond. Je le dis en étant certain de ne pas être entendu, donc ça n'a aucune importance, parce que maintenant j'ai compris, donc je le dis juste parce que je pense que c'est fondamental, c'est un petit peu quand même ce que vient de dire Christopher, mais c'est ça le problème majeur, c'est-à-dire qu'on est sur des exploitations massives, difficiles à identifier, et que quand vous avez des exploitations massives, difficiles à identifier, plutôt que de chercher chacun à sortir son épingle du jeu, on fait un peu comme dans la copie privée, ça peut paraître un peu lunaire ce que je vais dire, et on cherche à tirer, je rappelle que la copie privée c'est monté jusqu'à 300 millions d'euros en France. Voilà, je dis ça, je ne dis que ça. Donc c'est ça, je pense qu'encore une fois, il n'y a aucune chance que le scénario que je prédis ait lieu.
Je le dis juste pour mémoire, comme ça, tout le monde sait qu'une presse divisée, c'est une presse qui s'affaiblit vis-à-vis des GAFAM. Mais c'est promis, on s'en souviendra. Non, mais... Non, mais je voudrais juste... Oui. D'accord. Juste sur la presse divisée, moi, je veux juste... D'abord, elle est de moins en moins. D'accord. Bah, l'Alliance, c'est quand même la réunion de deux syndicats très... Excusez-moi, c'est la réunion de deux syndicats très puissants. Il y a deux grands syndicats... Okay. Voilà. Non, je finis. Et puisque vous regardez derrière mon dos, il y a aussi un sujet secret des sources. On a en théorie plus qu'un quart d'heure pour le traiter, donc vraiment une dernière intervention rapide. Non, ce que je veux dire, c'est que et puis moi on va j'ai passer à été notre dernier épaté. chapitre. Encore une fois, d'aller négocier demande beaucoup de moyens, beaucoup d'intelligence juridique, etc. Il y a des éditeurs qui ont mis beaucoup de temps personnel, etc. Et quand ils viennent, c'est pas pour défendre leur patrimoine ou leur propriété, c'est aussi au nom des journalistes. Et quand on défend un titre de presse, etc. Pour les voisins, j'y suis assez, j'assiste à ces réunions. Donc je peux vous dire, bon, non mais après, elles se négocient entreprise par entreprise. Je veux dire, bon, voilà. Bon, ensuite, attendez, je finis. Donc après, les droits voisins, ils sont là pour normalement rémunérer l'information. Voilà, pour les éditeurs qui font de l'information. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas tous les titres ne sont pas de même nature. Voilà, l'Alliance, c'est des titres d'information, PIPG, tous. Et là, donc c'est pas tout à fait de même nature que d'autres titres qui ne sont pas PIPG. Donc peut-être que voilà, il y a une réflexion à mener autour de ça, de qu'est-ce qu'on défend avec les droits voisins. Qu'est-ce qu'on défend? Est-ce qu'on défend des médias? Est-ce qu'on défend une nature d'information? Moi, je pense qu'il faut aller beaucoup plus sur l'information et pousser cette question de l'information et pas se dire c'est des médias qui ont droit forcément aux droits voisins. Voilà, ça, j'ouvre une porte, mais ça me paraît important pour l'intelligence artificielle qui arrive. Qui arrive sous la personne de Monsieur Soriano, donc on peut accueillir et qui interviendra dans quelques instants sur l'intelligence artificielle. Est-ce que vous êtes d'accord tous pour qu'on parle maintenant du secret des sources, qui est un sujet capital et pour lequel il nous reste un quart d'heure? Je crois que c'est un oui. Alors, on a parmi nous une journaliste, Ariane Lavrieux, qui, il y a quelques mois, en septembre précisément, journaliste pour Disclose, s'est retrouvée, s'il vous plaît, je vous demande votre attention parce que ce n'est pas un sujet léger, et par respect pour elle, qui s'est retrouvée à passer quelques jours en garde à vue. Ariane, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous est arrivé et en quoi la législation actuelle peut renouveler ce genre de cas et ce genre d'expérience? Oui, je ne suis pas la première déjà. Je suis la 32e journaliste qui a été arrêtée, placée en garde à vue. Alors moi, ça a duré 2 jours, mais pour d'autres journalistes, ça a duré quelques heures. Pour mon confrère Alex Jordanov, l'année dernière, ça a duré 96 heures. Voilà, il a été mis en examen à la suite d'une enquête d'un livre qu'il avait fait sur la DGSI. Qui avait été primé par le ministère de l'Intérieur, le prix de l'essai sur la sécurité intérieure. C'est une petite... qui avait été très appréciée, mais pas par tout le monde a priori. Et donc aujourd'hui, il est mis en examen et il risque 5 ans de prison. Voilà. Pour avoir fait un travail d'intérêt général et fait un livre d'intérêt général. Et vous-même, vous n'en avez pas fini en fait. Vous avez toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et moi, alors, donc, je ne suis pas mise en examen pour l'instant. Mais effectivement, j'ai été donc placée en garde à vue, perquisitionnée et dans le cadre d'une enquête sur les sources qui ont informé Disclose sur la coopération militaire entre la France et l'Égypte et sur une opération qui aide, en gros, comment la France, l'armée française aide l'Égypte à tuer des civils. C'était basé notamment sur des documents confidentiels défense, donc il y a une enquête en cours pour trouver les sources, pas pour vérifier, pour corriger la situation, mais pour trouver les sources. C'est ça qui intéresse donc l'État. Donc l'enquête est toujours en cours. Je risque d'être auditionnée, je ne sais pas quand, demain ou dans 15 ans, le temps que l'instruction est en cours. Donc effectivement, il y a une épée de Damoclès qui pèse sur moi, mais en fait, c'est pas seulement sur moi, c'est sur toute la profession. En fait, c'est un message qui est envoyé à tous les gens qui ont envie un petit peu de travailler, par exemple, sur les exportations d'armement en ce moment, qui ont envie de poser des questions d'intérêt général sur
qu'est-ce que fait la France, les dirigeants français en notre nom en termes de politique étrangère, et ben, tous ces journalistes-là et toutes les personnes qui les informent risquent d'être attaqués, poursuivis. Donc c'est une mesure un petit peu de terreur, et ça a porté déjà ses fruits, hein, parce que j'ai des confrères, des consoeurs qui me disent certaines personnes ne veulent plus trop nous parler sur des sujets anodins, mais parce que depuis ton histoire, voilà, ça fait un peu peur à tout le monde. Voilà. Donc, à l'inverse, nous, il y a des gens qui viennent nous parler puisque on est apparu comme un média. Enfin, quand je dis nous, c'est Disclose, le média qui a fait cette enquête, puisque on est apparu comme un média un petit peu, voilà, qui va là dans les terrains un petit peu interdits par le secret défense. Mais l'objectif, c'est vraiment de faire peur. Par le coup, on parlait des citoyens. L'objectif, nous, à la limite, les journalistes, bon, on s'en remettra, on va être protégés par la profession. A priori, il y a peu de chances que je fasse de la prison. Je touche du bois. Mais voilà, on ira à la CEDH, à la Cour européenne des droits de l'homme. Mais en revanche, les citoyens, les citoyennes, là, elles sont impactées directement. La loi, elle ne protège pas du tout les lanceurs, lanceuses d'alerte sur les questions de secret défense. Et donc là, c'est vraiment direct, motus et bouche cousue. Il y a des personnes qui ont été inquiétées précédemment, qui ont parlé à des journalistes et qui ont eu des procédures de la DGSI contre elles. Donc c'est quelque chose d'assez inquiétant. Ariane, le 13 mars dernier, l'Europe a adopté le Media Freedom Act. Ce Media Freedom Act, il est censé protéger justement les sources. Est-ce que ça change quelque chose pour votre situation ? Non, rien du tout. Le Media Freedom Act, c'est une bonne loi pour le pluralisme dont on parlait, pour l'indépendance des médias. Elle a apporté un certain nombre de garanties. En revanche, pour ce qui est de la protection des sources, ce qui était un des buts de cette loi, ce qui est un des piliers de la démocratie, c'est ce que dit la Commission européenne, eh bien, en fait, la loi permet la surveillance des journalistes. Elle légalise la surveillance des journalistes, c'est-à-dire qu'elle dit aux autorités donc des 27 États membres, oui, vous pourrez utiliser des logiciels espions contre les journalistes s'il y a un juge qui l'autorise ou s'il y a une autorité impartiale qui l'autorise. Donc, par exemple, en France, c'est la CNTCR. Je ne sais pas si vous connaissez ce 12 acronyme, CNTCR, la Commission de contrôle du renseignement. Et en gros, c'est la commission qui autorise les renseignements à aller un peu plus loin sur les écoutes, et notamment les écoutes de journalistes, d'avocats. Eh bien, la CNTCR, elle valide 99% des demandes des services de renseignement. Voilà. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est elle-même la commission dans le... Voilà. Oui, par ailleurs, en plus, c'est pas forcément contraignant. Donc voilà, on n'est pas du tout protégé par cette loi-là. Et un dernier truc sur la Media Freedom Act, elle dit on pourra aussi utiliser des logiciels espions dans le cadre de 32 enquêtes, de 32 types de délits. Donc, par exemple, si là, vous avez des informations sur la corruption à la mairie de Tours, eh bien, il y a une enquête, voilà, de police sur la corruption à Tours, qu'est-ce qui se passe à Tours. Voilà, vous voulez donner des informations, eh bien, moi, je pourrais être espionné, on pourrait utiliser des logiciels espions si un juge le décide. Voilà, juste parce que la corruption, ça fait partie des 32 délits, comme la contrefaçon, le terrorisme, qui est plus logique, mais voilà, tout un tas de délits. Et donc, ça n'a pas été rajouté comme ça par les députés. C'est pas les députés européens qui ont voulu ça. Hein. Ça, c'est la France. Ça, c'est la France qui se dit être dans les instances européennes parmi les amis de la liberté de la presse. Donc, moi, je veux bien la croire sur parole, mais dans les faits, dans les instances européennes, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Armées ont milité, ont écrit des notes, hein, puisque ça a été révélé par Reporters sans frontières, pour demander à ce que la Media Freedom Act soit le plus restrictif possible et permette la surveillance des journalistes. Voilà. Donc il faut bien avoir ça en tête quand aujourd'hui on va débattre d'une nouvelle loi sur la liberté des médias, enfin sur les médias, puisque la France va être obligée de voter une nouvelle loi sur la liberté des médias, puisque le Media Freedom Act... Transposer le Media Freedom Act. Alors, normalement, on n'est pas censé avoir besoin de la transposer. Elle s'applique presque automatiquement, parce que c'est une loi qui s'applique automatiquement. Mais comme elle apporte des petites modifications par rapport au droit français, on est obligé de créer une nouvelle loi.
Voilà. Donc c'est l'occasion, c'est génial, ça tombe bien, il va y avoir une expertise extraordinaire des États généraux de l'information qui vont apporter tout un tas de recommandations pour cette loi qui va être débattue dans les mois à venir et qui, on l'espère, va pouvoir va pouvoir améliorer la loi européenne. Oui, l'exemple d'Ariane, il est assez symptomatique en fait d'un climat qui est assez inquiétant. On a parlé de concentration et on a beaucoup parlé de pluralisme et c'est une question très importante. La concentration pose aussi une question de liberté de la presse. Et en fait, on voit une multiplication d'atteintes à la liberté de la presse d'une très grande diversité en réalité. C'est-à-dire qu'on a des problèmes, on a des perquisitions, des procédures bâillons, on observe des violences, on voit des atteintes à la dépendance, des obstructions au travail d'information. Donc on a un phénomène comme ça qui est multiforme. Et qui est vraiment très préoccupant. Est-ce qu'au sein des États généraux de l'information, ça a été un chantier prioritaire et quelle place en fait, vous avez donné à ces questions-là? Christopher? Alors, on pourrait se dire, comme mon groupe de travail travaillait sur les médias, sur les producteurs d'infos et sur les journalistes, que nous aurions pu naturellement nous occuper de ces sujets-là, qui sont des sujets dont on est tout à fait conscient. J'ai déjà eu l'occasion avec Dominique Pradalier d'en parler à plusieurs reprises et elle a attiré mon attention largement là-dessus. Mais on a des questions de répartition. Vous l'imaginez, le groupe que je préside, vous l'avez vu, il y a beaucoup de sujets. Et donc, c'est un autre groupe, le groupe 5, si ma mémoire est bonne, qui a traité ces sujets-là. Donc, j'ai bien, bien noté, mais on connaît vos préoccupations et vos sujets. Et je pense que les États généraux, dans la mesure du possible, parce que vous l'avez dit vous-même, aujourd'hui, on a une directive européenne qui a été prise sur le sujet. Il y aura une transposition dans la loi française. Donc, on fera, je pense, des recommandations sur le sujet. Il y a aussi une directive sur les procédures bâillons qui est assez importante, qui va mener à une transposition où je pense que j'espère en tout cas que cette question va être assez importante, sur comment protéger les journalistes des procédures bâillons, qui notamment, dont un est des objets, donc c'est d'intimider les journalistes, mais aussi beaucoup d'attenter aux sources. Et Ariane est loin d'être le seul exemple en France aujourd'hui. Je précise que les procédures bâillons, ce sont ces procédures judiciaires qui coûtent énormément en frais d'avocat aux journaux et qui les mettent parfois en danger. Une intervention par ici. Oui, juste pour dire un mot là-dessus, même si on a eu une très bonne table ronde ce matin sur l'EMFA, donc je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit ce matin. Les traités européens actuels et la jurisprudence de la CEDH, de la Cour européenne des droits de l'homme, accordent déjà le droit aux États de surveiller les journalistes sous de strictes conditions. Et ensuite, il faut qu'on regarde chacun nos lois. Et la loi française, comme l'a bien illustré Ariane Laverieux, est moins disante que d'autres lois, comme par exemple la loi belge, qui est beaucoup plus stricte. Donc il nous faut relever c'était la loi de ces Rachida niveaux. Dati en 2010 qui disait qu'il pouvait y avoir des exceptions, notamment la sécurité nationale. Voilà. Et au-delà de ça, attirer l'attention, au-delà même de l'EMFA, en général, là où je la rejoins, et ça je l'ai aussi dit ce matin sur l'EMFA, on s'attendait à ce qu'il y ait des levées de boucliers, des gens comme Orban en Hongrie, Fico en Slovaquie ou de la Pologne. Et en fait, c'est Emmanuel Macron qui a le plus torpillé sur cette question de l'espionnage. Donc, il faut qu'on se regarde dans la glace. Qui on est, qu'est-ce qu'on veut sur la liberté de la presse également. J'ai eu l'occasion de faire une table ronde sur l'EMFA à Grenoble, à l'école de journalisme de Grenoble, pour les étudiants avec l'eurodéputée française verte Gwendoline Delbos-Corfield. Elle nous disait, au Parlement européen, on voit bien que la France cherche à appuyer sur la question de l'espionnage numérique dans tous les domaines, pas seulement le journalisme, dans tous les domaines. Le gouvernement Macron cherche à appuyer, à laisser la possibilité de mettre des spyware sur tous les citoyens et pas que sur les Je fais une journalistes. petite rectification parce que j'ai commis une erreur. Effectivement, la loi Dati de 2010, c'est le secret des sources est garanti, sauf si un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie. Oui, Ariane ça c'est une notion judiciaire qui est assez importante et qui ressort directement de la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg. Donc c'est plutôt protecteur. Même si c'est quelquefois... Bon, c'est les juges qui en décident, Ariane.
ils le définissent au coup par coup. Bon, excusez-moi, mais bon, on n'est pas d'accord sur ce point. Je vais revenir sur 2 points. Le fait que la France soit intervenue de façon aussi voyante et désastreuse dans le European Media Freedom Act consistait à dire qu'il faut que la sécurité nationale soit respectée. Or, la sécurité nationale, c'est extrêmement vaste. Ça inclut à peu près tout ce qui se passe en France. Ça, c'est un premier point. Et comme le rappelait si bien Ariane tout à l'heure, la DCRI est devenue la DGSI, c'est-à-dire la Direction Générale de la Sécurité Intérieure Nationale. Donc, vous voyez immédiatement, entre sécurité nationale et sécurité intérieure nationale, il n'y a pas beaucoup de hiatus. Deuxième point, il faut que les États généraux, effectivement, nous aident, nous, journalistes, parce que la France, qu'on le veuille ou non, et en dépit de tout ce qu'elle fait, est quand même la patrie des droits de l'homme pour nombre de pays autour. Pour nombre de pays autour de nous. Et s'il s'avère que la France plonge en matière de démocratie, de droits de l'homme, donc de liberté de la presse, non seulement c'est désastreux pour nous tous, mais c'est désastreux autour. Et enfin, dernier point, bien évidemment, il y a des révisions à faire, et c'est là qu'Ariane a raison, il y a des révisions à faire et qui permettent aux juges, par exemple, d'être présents si il doit y avoir quelque chose contre un journaliste. C'était prévu au départ, ça ne se fait pas actuellement. Non, mais je parle d'un juge qui protège les sources des journalistes. Et enfin, je termine cette identification des sources. Il y a 2 problèmes dessus. La loi de 2015 sur le renseignement qu'on a un petit peu oublié, qui permet d'avaler tout ce qu'il y a dans vos iPhones, à nous tous ici, de les troquer, de les vendre, de les garder, etc., de nous géolocaliser, nous et nos sources. Ça, c'est la loi de 2015 sur le renseignement. Et deuxièmement, les Pegasus et autres logiciels, la France n'a jamais, bien qu'ayant été espionnée au plus haut niveau, défendu ses journalistes et ses avocats de ces intrusions-là. Nous attendons qu'elle le fasse. Ariane, un dernier mot avant que je passe la parole à Pascal. Mon arrestation, elle n'est pas illégale. Il y avait une juge d'instruction qui était chez moi, qui a participé à la perquisition, qui a ouvert mes placards. Il y avait des agents de la DGSI qui pluguaient ces outils de cybersurveillance sous le contrôle d'une juge qui disait « tu prends ça, tu prends pas ça, tu prends ça ». Voilà, donc tout ça était sous le regard d'une juge d'instruction, donc en théorie indépendante, mais qui avait été saisie sur ordre qui avait été saisi par le procureur. Ensuite, il y a eu un JLD. J'ai saisi le JLD, le juge des libertés, effectivement, puisque j'ai refusé qu'elle saisisse mes carnets. Et donc, on est allé devant le JLD une semaine après, et le JLD a validé quasi l'intégralité des pièces saisies au nom de l'impératif prépondérant d'intérêt public que personne ne définit, puisque pourquoi le définir? Il est dans la loi, personne ne l'a défini. Donc il y a un jour, un juge en 1999 à la Cour européenne des droits de l'homme qui a dit oui, on peut finalement, on ne doit pas surveiller les journalistes, ou je ne sais plus quoi exactement, mais on ne doit pas attenter à la protection des sources, voilà, c'est ça, mais sauf s'il y a un impératif prépondérant d'intérêt public en anglais. Et la France a vu ce terme-là, hop, il l'a repris, il l'a mis dans la loi en 2010. C'est le seul pays qui a fait ça, et c'est bien gardé de le définir. Et donc ça veut dire tout selon ce qu'un juge, un procureur, un gouvernement a envie de mettre dedans. Il est 16h02, on a vraiment quelques instants pour conclure. Pascal, je vous passe la parole. À la suite de la demande de Lucille Berland, qui est membre du groupe 2, on a auditionné Ariane dans le cadre du groupe 2. Et voilà, je pense qu'on partage, là pour le coup, il n'y a pas de questions éditeurs, journalistes, il me semble qu'on partage les questions que vous soulevez et ce combat. Donc Christopher a raison, c'est un peu à la jonction du groupe 5, 2, etc. Voilà, on va travailler dessus. Aujourd'hui, on n'est pas du tout au point sur une réponse appropriée. Simplement, voilà, on a voulu prendre le temps d'écouter Ariane, de comprendre et d'apporter la bonne réponse à ces questions extrêmement importantes pour la liberté. J'ajoute qu'on a auditionné aussi d'autres journalistes d'investigation, Laurent Richard pour Forbidden Stories, Inès Léraud qui travaille beaucoup sur les questions de l'agro-industrie en Bretagne. On a auditionné aussi Jérémy Demet pour l'association Informer n'est pas un délit, qui est journaliste en PQR. Ça va me revenir. On a auditionné 6 personnes au total.
Et on travaille sur ces questions-là, notamment dans le groupe 2. On ne peut pas en dire beaucoup plus pour l'instant, mais on y travaille et on a à cœur de les traiter. C'est pour vous dire qu'il y a un fonctionnement relativement démocratique à l'intérieur des groupes des États généraux. Une ultime intervention en face de moi, je crois, Pauline, vous souhaitiez intervenir sur ce sujet. Est-ce que vous pouvez lui passer un micro? Merci. Merci. Donc, Pauline Delmas, association Sherpa. Dans le cadre des États généraux de la presse indépendante auquel Sherpa a participé, on a fait plusieurs propositions sur la réforme, le renforcement du secret des sources. Et donc je comprends que ces questions-là sont encore en cours de maturation dans le groupe 2. Je voulais juste savoir si... un exemple de loi qu'on cite beaucoup là-dessus, c'est la loi belge qui a fait le choix de définir et de limiter les infractions pour lesquelles on peut autoriser la levée du secret des sources. Donc c'est beaucoup plus précis que l'impératif prépondérant d'intérêt public, et de savoir si ça c'était quelque chose d'envisagé à ce stade ou pas. Jérôme Bouvier, pour les assises du journalisme. Je n'avais pas prévu de m'inviter dans cette agora, mais quand même sur ce sujet-là, j'ai au risque d'assombrir d'ailleurs un peu l'horizon, quelques souvenirs, puisque j'ai consacré, grâce à un garçon qui est pas loin de moi, Sébastien Surneau, près de 2 ans de ma vie à ce sujet-là, de faire une refonte de la loi Dati qui justement s'appliquait comme modèle la loi belge, qui avait donné lieu à de nombreuses discussions. On oublie trop souvent que la loi dite Bloch a été, j'allais dire, mise en avant pour porter essentiellement cette réforme de la loi sur le secret des sources, et que le reste était important, certes, mais ce n'était pas le principal, et que, sans rentrer dans le détail, mais que nous avons, enfin, je crois qu'on était assez nombreux à boire le champagne le soir de son adoption après un parcours législatif compliqué. Si cette loi avait été adoptée, Ariane n'aurait pas connu ce qu'elle a connu, et que le Conseil constitutionnel, 4 mois plus tard, 5 mois plus tard, l'a invalidée. Donc je veux simplement rappeler ceci. La loi Bloch servait beaucoup à porter ce grand projet sur la réforme de la loi dite Dati, parce que le paradoxe veut que maintenant, on va devoir plaider auprès de Madame Dati de réformer la loi qu'elle a parrainée, un peu à contre-cœur d'ailleurs à l'époque, quand elle était garde des Sceaux. Mais donc je me rappelle, je voulais simplement vous rappeler ce petit point d'histoire. Il y a un sujet majeur, c'est comment les objections qui ont été posées par le Conseil constitutionnel, qui ont été vraiment une douche froide par tous ceux qui ont combattu pendant 2 ans sur ce projet, qui élargissait grandement l'accès, qui protégeait les lanceurs d'alerte, les directeurs de publication. Enfin, je ne vais pas rentrer dans tous les sujets, mais vous pouvez reprendre ce texte, a été donc purement et simplement mis à la poubelle par le Conseil constitutionnel, en dehors du reste de ce qui figurait dans la loi Bloch. Voilà, pardon pour ce petit rappel historique, mais il faut l'avoir en tête pour repartir à l'assaut demain. Merci Jérôme. Le journalisme, c'est du sport. C'est le slogan des assises du journalisme cette année. Je crois que les 2 heures qu'on vient de passer ensemble en sont une preuve.